T'es déjà trop connu pour que je te présente Thomas. Merci d'être aujourd'hui là, présent pour ce podcast, pour cet épisode du podcast. Je voulais qu'on commence directement. Je sais que donc là, tu es passé au studio Smart Fight pour ce podcast. Juste après, cet après-midi, tu es en stage. Oui, avec Maxime François. Avec Maxime François, comme tous les week-ends de l'année. Ouais, on fait au moins une fois un stage par mois et actuellement cette année tous les 2 mois. Avec Maxime, mais avec Maxime. Toi de ton côté, tu es en stage quasiment tous les week-ends, voire même 2 par semaine. Même. Qu'est-ce qui fait? Je sais que quand tu es revenu de ton titre de numéro 1 mondial IBJJF, tu t'es plaint un petit peu d'un manque de reconnaissance, du fait qu'on n'en parlait pas énormément. Oh, pas plein, mais oui, une partie, mais fallait que je comprenne aussi que le travail ne vient pas si facilement que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est peut-être différent d'il y a quelques années. C'est vrai que j'étais resté dans un truc où me dire, une fois que tu as le résultat, tu as atteint ton objectif, donc normalement, tu devrais récolter des fruits à ce moment-là. Et c'est peut-être là où on se rend compte qu'il y a beaucoup d'évolutions à avoir dans notre sport, donc la partie des médias. Est-ce que les médias vont chercher les perfs, les vrais perfs et les médiatiser, ainsi de suite. Les réseaux sociaux ont tout changé, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je pensais que des choses allaient venir à moi. Et en fait, ça n'a pas été si facile que ça. J'ai recommencé, à ce moment-là, j'ai fait quand même une tournée de stage, j'ai fait des podcasts, mais j'ai senti que il faut aller vers les gens, il faut continuer à aller vers les gens, il faut continuer à aller vers l'avant. Et voilà, j'ai recontacté les stages avec qui j'avais déjà travaillé, ça s'est refait. Et petit à petit, les gens ont compris vraiment ce que j'ai établi comme performance, au-delà des BJF, même tous les trucs que j'ai fait avant. Et de podcast en podcast, les gens aussi en m'ont découvert. Donc, il y a mes torts. C'est-à-dire dans le sens où j'étais... mais c'était voulu. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'être à Toulouse pendant 15 ans. Ça veut dire que pour moi, Paris, c'était un piège. Parce que Paris, parfois, tu es le premier de ton club, mais comme à Paris, tu dis ton club, c'est le meilleur de Paris, tu te dis, bon, tu vois, et après, tu es le meilleur de Paris, donc presque de France. Et de France, on est un bon pays d'Europe, donc parfois, on prend des raccourcis à se sentir très, très fort, très rapidement. Et du coup, tu as l'impression que, comme tu es à Paris, tu as vite fait quelques personnes qui vont faire des médias, tu peux faire la couverture dans le magazine, donc du coup, ça peut être un peu trop rapide. Moi, j'ai été protégé dans le Sud à faire ça, mais j'ai eu des inconvénients aussi, par contre. C'est-à-dire que je n'ai jamais été exposé, voire on me voyait de loin, on entend parler, mais qui sait, ainsi de suite. Donc je reviens sur la question en me disant que quand j'ai eu mon titre, je m'attendais à avoir plus de reconnaissance. D'ailleurs, j'ai vu quand j'ai mis la vidéo avec Galvo, là ça a fait une réaction, parce que le titre, plus les sparring que j'ai montré avec Barbosa, avec Galvo, et ainsi de suite, là le travail a commencé à venir. Mais c'est vrai que du coup, en résumé, il y avait eu besoin d'une exposition de ma part que je ne faisais pas. Donc, ça a été une sorte de déclic, tu dis, le clip avec Galvao, le titre ou juste tout, toi, le tout. Le titre a déjà soulevé les choses, je pense que les gens en ont parlé. Après la vidéo Galvao, les mecs ont dit « Ah, quand même !» La vidéo avec Barbosa, ainsi de suite, ça a amené des éléments, en fait. Mais ça ne suffisait pas. C'est comme, par exemple, moi, j'ai plus coaché que combattu. C'est le coaching qui m'a permis de pouvoir continuer à combattre parce qu'on ne gagne pas d'argent dans le grappling. Donc, je me suis aperçu aussi que... on pouvait avoir des doutes sur ma notion de coaching. Et donc, par exemple, depuis que je fais tous les lundis, je montre un peu des extraits de stage, je montre ma pédagogie. Elle ne vient pas de hier, ça fait 20 ans que j'enseigne. Donc, je m'aperçois que c'est important de continuer à aller vers les gens. Mais c'est pas facile parce que le but quand même d'un combattant, c'est de s'isoler, de rester dans son but, de voir à long terme, de travailler jour par jour et de faire attention à cette exposition. Mais par exemple, quelqu'un qui est un très bel exemple là-dedans, actuellement, c'est par exemple Mansour Barnaoui, qui est à un niveau monstrueux, qui est très fort. Et c'est vrai que là, il s'expose et on va voir que les gens vont comprendre ce qu'est Mansour. Mais Mansour ne vient pas d'aujourd'hui. Mansour a toujours été très fort. Moi, j'ai tourné avec, c'est un très bon gars. Et on s'aperçoit que c'est vrai que s'il n'y a pas la médiatisation, on pourrait passer à côté de mecs comme Saladin, Mansour et tout. Et moi, voilà, c'est là où quand même... après, je suis en fin de carrière. Donc, je peux aujourd'hui me permettre de faire des tournées de stage, d'aller vers les gens et tout. Mais pour être concret et finir la question, là, actuellement, je me médiatise beaucoup plus, donc on me découvre, mais je suis beaucoup moins sur le tapis. C'est-à-dire que j'ai 43 ans, c'est ma fin de carrière. Donc là, ce sujet, il est très délicat pour quelqu'un qui a 25 ans. S'il n'a pas de manager et s'il n'a pas de gens qui vont faire ce travail médiatique, et si les médias ne vont pas aller chercher à leur faire un boulot là, si c'est eux qui vont le faire, ça vient empiéter une carrière sportive. Hein. C'est très compliqué. Ce serait quoi, toi, du coup, ton conseil pour un jeune qui a besoin d'avancer dans sa carrière de combattant, mais qui a aussi besoin d'avancer médiatiquement parlant pour avoir les retombées économiques, pour avoir les retombées en termes d'opportunités de combat?
Je pense qu'il faut le planifier avec ton manager, ton entraîneur, mais il faut le planifier. C'est-à-dire que par exemple, si tu as 10 séances de combat par semaine, tu dois en prendre au moins une par semaine pour les médias. Parce que je parle vraiment en gros, à manière de parler. C'est-à-dire que quand tu sais l'importance des médias, tu peux t'entraîner pendant 10 ans, mais si tu n'es pas à la lumière, l'UFC va venir chercher un mec à Tarbes, à Pau, je sais pas où, le fin fond du truc. Donc, il y a des très bons combattants en France. Mais c'est vrai que si tu t'exposes pas, c'est bien de faire tes 10 séances par semaine, mais tu vas jamais sortir. Donc, est-ce qu'au moins une fois par semaine, d'accorder du temps aux médias, c'est une chose. À l'exposition, à un travail de savoir se vendre. Par exemple, moi, j'utilise un logiciel qui est très simple, Canva, pour faire des images et tout. J'apprends tout seul, je fais tout seul. Mais c'est vrai que je me dis, c'est important. Ça fait partie de mon boulot aujourd'hui. Mais à l'inverse, de l'autre côté de la barrière, on va dire, je dirais aussi que les médias, il faut qu'ils fassent leur boulot. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais aujourd'hui, je sens un vrai changement. Il y a eu la légalisation du MMA qui a fait un grand boom. Il y a eu des positions et des prises à partie avec tout ce qui s'est passé actuellement. Je pense que c'est très bon. Parce que du coup, au lieu d'avoir une personne qui prend un monopole, on a vu des gens qui refusent et que chacun se bat pour leur boulot. Et moi, je trouve ça bien. Ça s'appelle des prises de position. Et certains vont s'y retrouver dans l'un, l'autre dans l'autre. Et du coup, on voit même que les médias se disent « Ah, on ne peut pas faire de l'amateurisme, il faut faire du vrai boulot. Ah, il faut aller chercher les gens. Ah, il n'y a pas qu'un tel. » Donc moi, j'y vois que du bien dans tout ça. Et le petit côté mauvais, il amène du bien. Maintenant, il ne faut pas y rester là-dedans dans certaines choses à trop longtemps. Tu vois. Mais donc, les médias, c'est un élément maître. Si les médias vont s'intéresser aux résultats des gens, que ce soit en amateur, que ce soit, parce qu'on a vu par exemple les maîtres fumés quand ils ont fait ce qu'ils ont fait les perfs d'amateurs qui avaient eu, c'est quoi, championnat d'Europe, ils avaient mis des gens en valeur que j'avais jamais entendu. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un boulot en amateur. Je crois que tu es avec Johnny Frachy. On voit Johnny Frachy qui fait un gros travail que je suis de loin. Et pour les amateurs, c'est fabuleux, c'est beau. Et c'est vrai que si on ne met pas la lumière, comment on le saurait? Alors que c'est les futurs, c'est la relève. C'est la relève. Je pense même qu'aujourd'hui, c'est une opinion personnelle, il faudrait regarder presque plus les amateurs aujourd'hui que les pros. Parce qu'il y a des pros, il y a une majorité de pros d'avant la légalisation. Donc malheureusement, ils essaient de faire des derniers coups, mais il y a les pros actuels qui c'est pas facile pour eux parce qu'il faut qu'ils comprennent tout ce changement et qu'ils s'y retrouvent là-dedans. Donc il y a des gens fabuleux. Moi, je trouve qu'il y a des gens... Morgan Charrière qui a combattu hier, magnifique, qui gère super bien. C'est quand même un mec qui vient de la génération quand même d'avant, même s'il est jeune. Il utilise ce changement médiatique avec incroyable, comme Ramzan et tout ça, c'est fabuleux. Mais les gens ne réalisent pas que c'est un poids sur les épaules qui est monstrueux. Et je trouve qu'il assume, par exemple, Ramzan, même Baki, Morgan, avec un poids sur les épaules fabuleux. C'est vrai qu'on a cette nouvelle génération qui assume avec beaucoup de maturité une pression médiatique qui est forte et qui s'impose à eux-mêmes quelque part. Parce que quand tu communiques comme le fait Baki, comme le fait Alexis Barbosa d'ici, comme le fait Ramzan, etc. C'est Barbosa qui a mis un sacré KO le dernier combat. C'est quand même toi-même qui te met une pression, mais il faut que ce soit une pression, comme tu dis, qui te fasse grandir, qui t'aide à t'entraîner plus. J'ai vraiment l'impression qu'ils grandissent. Hein. C'est vrai que c'est un piège, c'est pas facile, les gens ne le réalisent pas. C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui le fait. Et à un moment, on regardait un peu les manières de parler, les youtubeurs qui prenaient trop de place entre la réalité des médias et le vrai niveau. Mais c'est vrai que parfois on les regardait un peu trop. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on les regarde plus parce qu'on regarde vraiment les vrais combattants qui sont médiatisés. Là, il y a un changement. Et grâce à eux. Et c'est pas facile pour eux. Et moi, je m'aperçois, je suis de la génération d'avant et je n'ai pas trop de médias. Et je me dis, déjà, la pression qu'on avait sur des grands événements, là, multipliée par ce facteur-là, la télé et tout ça, c'est fabuleux. Alors là, maintenant, il y a les amateurs qui arrivent et qui voient tout ça. Ils vont aller très vite. Qu'est-ce que tu penses d'un mec comme Greg MMA, justement, avec qui tu as collaboré plusieurs fois et qui a fait beaucoup de vidéos, qui a créé un gros engouement autour de sa chaîne et des sparring qu'il fait avec tous les combattants dans toute la France, qui, lui, est un ancien combattant qui était très bon à l'époque où il combattait, qui aujourd'hui est un combattant, combattant de sparring. Alors, ça va étonner certains. Je vais dire que s'il y a bien quelqu'un aujourd'hui qui m'impressionne d'un certain angle, d'un certain compartiment, c'est Greg MMA. Je pense que c'est une intelligence et je pense que c'est en côté combattant, c'est d'être le plus combattant qu'il y a en France. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes les semaines, les gens ne réalisent pas. Il a fait du bien déjà médiatiquement. Il a fait connaître des sportifs, il a fait connaître des disciplines à des gens, à du grand public. Enlever karaté bushido, ce que fait Greg, vous allez voir que c'est toujours comme ça qu'on s'aperçoit si quelqu'un était à quelque chose, c'est quand on le perd. Enlever karaté bushido, vous allez dire, il apportait beaucoup.
Et là, côté vraiment ce qu'il fait, ben, j'ai envie de te dire, je te pose une question, Nico. Donne-moi un autre nom d'une personne qui est capable, et loin d'être ridicule, de faire un week-end avec un mec en pied-point en légende, la semaine d'après avec un mec en lutte, la semaine d'après avec un mec en self, la semaine d'après avec un mec de force, la semaine d'après. Et le mec, il est très loin d'être ridicule, voire même inquiéter des gens sur certaines disciplines. Les gens ne réalisent pas. Le combattant, c'est celui qui est capable de faire plein de choses différentes. Et Greg est toutes les semaines sur quelque chose de différent. Imaginez que tous les week-ends, même moi, je ne sais pas si je pourrais le faire. Ce week-end, je suis avec un mec en pied-point. La semaine, avec un autre truc. Et t'as pas envie, c'est filmé, tu n'as pas envie d'être ridicule. Et il faut tenir la route. Franchement, sincèrement, je ne sais pas qui serait aussi polyvalent que lui en France. Et depuis maintenant quasiment 3 ans qu'il fait ça, il n'a pas pris une volée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des oppositions qui étaient serrées ou qui étaient dominées par ses adversaires, mais des mecs qui sont en pleine bourre, qui sont très forts. Mais tu n'as pas eu un truc où tu te dis, bon, il est ridicule dans cet affrontement, il n'a pas sa place. C'est pas arrivé une fois où tu te dis, il n'a pas sa place. Non, il est dominé, c'est normal, il y a l'âge, c'est pas son pic de forme. À l'époque où il combattait, il avait pris des très très grands noms, il faut quand même pas l'oublier. Moi, quand j'ai fait avec lui, je sais qui il est, je sais qu'il allait tenir la route et qu'il a de quoi venir vraiment te tenir de la face. Mais tu vois, moi j'adore par exemple Saladin ou même moi en lutte sol. Est-ce que les combattants, Saladin, quand il lui a mis 40 touches à 0, c'était impressionnant. Mais est-ce que par exemple, il serait capable d'aller faire la même chose en self-défense, dans certaines disciplines comme ça? C'est compliqué. Moi je suis pas sûr, par exemple, personnellement, de tenir tête ou de tenir quand il a fait avec Major et ainsi de suite. Je sais pas. C'est le banner la semaine d'après avec Yohan Lidon, etc. etc. C'est incroyable, c'est incroyable. Et il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte aussi. C'est que tu as la caméra, donc tu dois montrer ce que tu sais faire, mais tu ne dois pas venir l'écraser et trop d'ego aussi. Tu ne dois pas te blesser parce que c'était revenu et tu dois filmer la semaine d'après, la semaine ainsi de suite, comme moi quand j'ai fait le BGF. Si tu juges la vidéo d'un combat, moi je dis les gars, je ne peux pas combattre normalement. Je combats pour aller chercher un ranking et toutes les semaines, donc je ne peux pas lâcher les chevaux. Je ne peux pas prendre le risque de me blesser. Donc c'est des facteurs qui viennent tout perturber. Et d'ailleurs, on en avait parlé toi et moi quand tu avais fait aux États-Unis. Tu te rends compte que avoir l'équilibre entre dans un club et ne pas l'écraser parce que ce serait mal vu et le fait d'être journaliste, de faire une vidéo et d'être en retrait, la nuance, ça peut très vite pencher et te retrouver à soit faire quelque chose de très déplacé, on t'aime pas, ou soit t'es pas du tout le mec qui t'a dominé parce que lui était à fond et tout. Donc c'est très extrêmement compliqué. Extrêmement. Et donc du coup, en résumé, je le trouve exceptionnellement fort. Toi, Thomas, tu as connu le début du MMA en France, enfin la deuxième génération. Tu as connu Anthony Rea, Kassim Annan. Ouais. Moi, j'étais un élève d'Anthony Rea, donc je commençais vraiment là. Quelles années? On parle de quelles années là? 2005, 2006. 2005, 2006. J'ai commencé en 2004 et j'étais déjà avec Anthony Rea 2004-2005 et lui, c'est au moment où il a pris Cyborg et tout, donc très grand combattant. Très grand combattant. Moi, il m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris qu'au combat, il faut y aller. J'ai appris qu'il faut structurer. C'est quelqu'un de très structuré, très appliqué. C'est un fight spirit. Déjà, comment on s'entraîne à l'époque en MMA quand il n'y a pas vraiment de professeur de MMA? Comment on s'entraîne en MMA en 2005-2006 en France? La boxe d'un côté, dans un club de boxe, la lutte avec des lutteurs, le sol avec des grappleurs. Déjà d'avoir des gens forts dans chaque domaine, c'était pas simple. Et après, c'était toi qui faisais ton mix, tes combinaisons. Et c'était ces combattants-là, je pense, pas pareil pour tous, mais en tout cas, moi, ce que je veux Anthony, c'était lui qui allait chercher ces techniques et les choses qui allaient être appropriées au MMA. C'était vraiment lui, quoi. C'était pas exposé comme aujourd'hui et si évident pour tout le monde. Rapidement, tu pars de la France, tu vas au Brésil? Ouais. Combien de temps? Quasiment dès le début. Moi, j'étais en foyer, je vivais en foyer. À partir de 25 ans, j'avais le RMI. Le RSA ou le RMI, je sais pas comment on l'appelait à l'époque. Donc, j'économisais et j'utilisais les découvertes de la Poste pour partir là-bas. Je restais 2-3 mois. Et quand je rentrais, je rééconomisais 6 mois. Je refaisais mon découvert, je repartais là-bas et je faisais 2 voyages par an au Brésil. En fait, je suis parti là-bas parce que je me suis dit, moi, il faut être simple. Je suis brésilien, où est-ce que ça prend? Au Brésil. Comme la salsa à Cuba ou ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qu'on peut expliquer, on peut parler, on peut avoir sur les bouquins, on peut transmettre. Mais il y a des choses, il faut aller au milieu. Il faut aller au milieu du truc et tu vas comprendre tout ce qui ne se parle pas. Je me suis dit, moi, je vais me mettre sur le tapis, je vais observer et être un serpent au milieu des serpents en manière de parler. Et il y a toutes les choses qui vont s'expliquer toutes seules. Et en plus, il y a des choses qui viendront à toi que tu n'auras pas sur des...
la rencontre avec Maître Letton. Mais pourquoi? Parce que le grand maître d'une culture du Brésil avec un Brésilien qui est au Brésil, je suis allé là-bas et j'ai fait la rencontre, donc j'ai provoqué la rencontre. Et j'ai eu la chance d'avoir cette rencontre. Donc la première partie de ma carrière, j'ai été 8-10 fois au Brésil. Au bout de combien de temps tu rencontres Maître? Quasiment dès le début. La première fois, je l'ai vu, je l'ai observé, j'ai dit, c'est qui? Un peu farfelu, un peu bizarre, un peu truc, ça interpelle parce qu'il est vraiment atypique. Et moi, je dis souvent, c'est comme un album de musique. La première fois, des grands albums que j'ai adorés, la première fois, tu écoutes, tu fais, c'est bizarre. Mais du coup, ça provoque un changement. Et parfois, c'est en le réécoutant, et là, tu te dis, mais c'est fabuleux cet album, c'est incroyable. Mais la première écoute, elle était intrigante. Et c'était ça que j'ai eu avec lui. Et je le regardais, mais j'étais encore dans ma manière de travailler et de voir comme tout le monde. C'est-à-dire, la performance, c'est là le qu'il faut être, et ainsi de suite. Et en fait, je l'ai regardé 1 fois, 2 fois, 3 fois, je dis, c'est vraiment différent, qu'est-ce que c'est ce... Et j'ai été attiré, et ça m'a parlé. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer c'est qui Maître Letton? Roberto Letton, c'était un des plus grands de la lutte à livrer, 50 ans de pratique de lutte à livrer. C'était un ingénieur. Il n'avait pas le côté compétiteur, vraiment. C'était quelqu'un qui était un ingénieur, donc il avait vraiment la faculté d'analyse. Il m'a vraiment aidé à déclencher la faculté d'analyse, à réfléchir de pourquoi, du comment. Donc, comme il n'était pas un vrai compétiteur, lui, il avait un vrai amour de développer la biomécanique de par son métier. Et voilà. Et il avait une très grande force, c'était de trouver le combat qui prenait toute sa vie, mais de greffer ça avec ses passions. C'est là où je pense que ça m'a beaucoup parlé, parce que je pense qu'on le ressent que je suis un passionné. Et là, ça me parlait de suite. Et lui, je le voyais, ça me faisait rigoler, parce qu'il est capable de jouer du piano, il peint et tout ça. Donc, c'est la passion de toute sa vie. Et c'est là où je me suis rendu compte même aujourd'hui qu'il m'a appris beaucoup de choses que je n'avais pas compris sur le moment, parce que j'étais trop dans la performance. Et pour moi, la deuxième partie de ta carrière, c'est le relâchement, que ce soit sportivement et que ce soit même dans ton état d'esprit. Et aujourd'hui, malheureusement, il nous a quittés, mais je continue à apprendre de lui. Parce que je vois tout ce que j'ai vécu avec lui et je m'aperçois que c'était une richesse illimitée. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qu'on doit laisser manière de parler quand tu quittes cette terre. C'est ton comportement, s'il est pur, si tu as fait vraiment des belles choses, il y a des gens qui se rendent compte après même que tu y sois, tu continues à faire du bien et du travail aux gens. Donc c'était un grand ingénieur. C'est lutte à livrer, lutte libre, et son fils, c'est pas pour rien, c'était l'entraîneur de l'équipe du Brésil de lutte libre olympique. Donc moi je me suis retrouvé avec des entraînements là-bas, je fais qu'est-ce que c'est. Mais tu vois, et en fait du coup il a beaucoup de mécanique au sol, qui est de la mécanique de lutte, que moi j'entends depuis, que j'ai vu avec lui depuis très longtemps en fait, depuis 15 ans. Et même des techniques qu'on voit les 2-3 dernières années, c'est des techniques que j'ai vues depuis 15 ans. Et en fait, c'est des techniques de lutte qu'on transforme au sol, en fait. Donc c'est un petit peu ça, c'est un petit peu l'utilisation de la lutte dans le combat au sol, la lutte à livrer. Donc tu vas au Brésil pour le jiu-jitsu brésilien et tu te retrouves à faire de la lutte à livrer. Non, je suis parti au Brésil pour aller faire du MMA. À l'époque, les premières années, je faisais du pancrace et j'ai fait 10 combats de pancrace. Et je suis parti là-bas parce que je m'entraînais à la Nova União, chez le club de José Aldo et tout ça. Il y avait Marlon Sandro, il y avait beaucoup de monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les temps, mais je faisais du MMA. D'ailleurs, je devais faire un combat là-bas, l'équivalent d'un truc qui était le Jungle Fight, qui était en stand-by à ce moment-là. Et c'était un truc à Manaus, le Casino Fight, je sais pas quoi. Je préparais un combat et avec Shaolin, je me casse le nez. Et donc, du coup, j'ai pas pu faire ce combat. Donc, j'ai attendu que le nez guérisse, j'ai repris avec un casque à visière. Et du coup, c'est là où j'ai fait mon seul truc en kimono. J'ai mis la seule fois mon kimono dans la vie. Je l'ai mis 15-20 jours. En fait, c'est Yann Cabral qui m'a dit fais un truc de kimono, tu vas pouvoir gérer, pas prendre un coup dans la tête. Il m'a dit mets le kimono. J'ai mis le kimono, j'étais frustré. J'ai dit qu'est-ce que c'est ce truc et tout. J'ai fait 15 jours de kimono. Il m'a dit tu peux pas le faire en blanc, je fais là en bleu. Alors que je venais de le faire depuis 1 an et demi. Hein. Et j'ai fait en bleu, j'ai fait 3e au monde. Et alors qu'avec 15 jours de kimono. Au monde de jiu-jitsu brésilien à la Copa del Mundo, la Coupe du Monde. Ah, je savais pas. Ah, j'ai fait. Et en fait, je me fais avoir sur un truc de kimono. En plus, j'ai défendu les triangles comme ça en grappling. Et en fait, à la manche, il me tirait. Ouais. Et c'est vraiment un truc de manche. Et moi, je sors, je reprends et je refais la même chose. Je reprends encore un triangle. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et c'était marrant, c'est mon expérience. Alors, il y a très peu de gens qui le savent, mais à l'époque, tu rencontres aussi José Aldo. Ah, je me suis entraîné au moins 100 fois avec lui. J'ai été sur 2 camps d'entraînement. Il m'a demandé d'être sur 2 camps d'entraînement. Quand il a pris Gambarian et Shawn Mendes, je sais plus si c'est la première ou la deuxième fois. Et c'était très fort. Et c'est peut-être le mec le plus humble des stars, vraiment de grandes stars que j'ai rencontrées. C'est un super gars, c'est incroyable. Il a une simplicité, c'est un top gars. Mais j'arrivais à l'amener au sol, t'arrives pas à le garder, c'est une savonnette. C'est incroyable, c'était fort. Et par exemple, j'ai un souvenir quand je faisais sur Shawn Mendes, il me demandait tout le temps d'attraper au tronc. Parce que Shawn Mendes vient me prendre le tronc, j'arrivais pas. Et en fait, il a un angle, il pivote, il te donne le single leg. Quand tu prends un single leg, il a ses fameuses sorties.
Et il faisait comme dire, Thomas, prends-moi le tronc. Je dis, ben j'essaye, j'arrive pas. Il était incroyable. Et il était très, très bonne défense. C'était incroyable. Et derrière, après, il a sa boxe. Et super gentil, super humble en plus. Tu dis. Ah ouais, moi j'ai des souvenirs avec lui. J'arrive à n'importe quel moment au Brésil, il est en interview, il s'arrête, il me dit hey, Thomas, un truc. Et il vient me voir et il reprend l'interview. Je dis, je suis choqué comme ça. Il dit bonjour à tout le monde. Si je suis avec du monde, c'est un vrai gars. C'est un vrai gars. Tu as cette anecdote assez folle aussi où tu vas dans le club de Minotauro. Ouais, je me retrouve à championnat d'Europe en 2010, FFL, et je me prépare pour championnat d'Europe. Je pars au Brésil et je m'entraîne là-bas. Et en fait, ça commence à être compliqué pour moi parce que comme j'avais choisi de faire que du grappling, donc j'allais vraiment faire pour du sol, sauf que il n'y a pas vraiment un gros no-gi au Brésil. Tu as les mecs en clim qui sont forts, et en plus qui commencent à partir vraiment aux États-Unis, donc il n'y avait plus trop de mecs qui enlevaient la veste pour faire du no-gi, et après tu avais les MMA fighters. Donc moi je m'entraînais beaucoup plus avec des MMA fighters qui ne sont pas la précision technique de pur sol, mais qui ont par contre le fight spirit, le temps de réaction et le physique. C'est pour ça que je suis un mix de tout ça, en fait, de mes années de travail. Et donc, du coup, moi, j'ai eu du mal à m'entraîner partout. Et un jour, j'ai changé. J'ai été à... Parce qu'à Nova União, c'est la meilleure équipe du monde, mais de 70 kilos. Et parfois, les lourds, les 1 ou 2, on se connaissait par cœur. Donc, j'ai été chez Minotaur. Et là, j'arrive, il n'y a personne. Il me dit, repasse l'après-midi. Je reviens l'après-midi. Pareil, personne, parce qu'ils ont un défaut qui est pour moi un défaut. Qui peut être une qualité peut-être pour eux, mais... ils font partie de ces gens que quand il y a Minotaur, il y a tout le staff autour, et quand ils ne combattent plus, il n'y a plus personne. Donc tu vois, ça peut être un défaut sur certains trucs. Donc là, ils ne combattaient pas, il n'y avait personne. Et alors quand la Nova União, combat ou pas combat, les mecs sont là. Même quand ils font leur combat, la semaine, le lundi, ils sont là et ils aident un autre gars pour s'entraîner. Donc tu as une dynamique monstrueuse. Et là, du coup, personne. Et là, Minotaur arrive. Il se met les bandes et il va au sac. Et là, le manager, je ne sais pas comment il s'appelait, et il dit hey, il a payé. Tiens, c'est un jeune, il fait le championnat d'Europe, est-ce que tu peux tourner à lui, il a besoin de quelqu'un. Je lui dis revenir, il n'y a personne. J'étais là, je dis waouh. Et je me retrouve avec Minotaur, on rentre dans la cage, il enlève ses bandes, mais comme si rien n'était, c'était incroyable. Et ok, d'accord, il rentre, je me retrouve à faire un sparring avec lui, donc 5 minutes, je mets ma vie, j'arrive à tenir tête bien et tout ça. Et là, en place, on reprend. Et en fait, il a dit ah non, j'ai commencé ça, et moi j'avais mis tout. Il me dit ah non, il t'aide, mais tu l'aides aussi, c'est 3x5, il prépare 3x5. Et là, du coup, j'avais tout mis sur les premières 5 minutes, donc c'était fabuleux, parce que vraiment, j'ai été au fond de la casserole. Après cet entraînement, j'ai mis 2 jours où je ne me suis plus entraîné, alors sur un 3x5. Mais par contre, on s'est tenu tête. Personne n'est arrivé à rien faire de différence et tout, on s'est tenu tête. Et j'ai gagné tellement le respect que quand je pars, j'allais prendre le bus, je dis où est-ce que c'est le bus et tout. Et au Brésil, c'est parfois faire attention quand c'est un peu tard. Et de l'autre côté de la scène, il me fait non, c'est moi qui te ramène. Et il m'a ramené. Et dans la voiture, j'étais avec Minotaur, j'étais choqué. À l'époque, j'étais jeune. Et j'ai vu que j'ai gagné son respect et du coup, je fais champion d'Europe. Et cette anecdote, elle m'a servi. Pourquoi ? Parce que quand j'arrive en finale au championnat d'Europe, donc tu fais ton tournoi et la finale, le problème, c'est que tu l'as fait le soir. Donc tu rentres à l'hôtel, tu es là et dans ta tête, tu vas te dire des trucs, c'est le match à pas perdre, c'est la finale. En plus, ma femme, elle est accouchée le jour même de mon fils, donc je partais, tu vois, c'est compliqué. Donc j'ai dit, il faut que j'y aille, mais pas pour rien, je reviens, émotionnellement fort. Et à ce moment-là, je sors et j'ai un ami à moi, Mohamed Chachou, qui lui m'a rejoint. Et en Pologne, tout seul, au fin fond de la Pologne, il arrive tout seul, il dit « Thomas, qu'est-ce que tu fais ?» Il est venu. Et en fait, sans critiquer l'équipe de France, attention, hein, mais c'est particulier, parce qu'en fait, on ne se connaît pas. Moi, j'étais du sud de Toulouse, j'ai jamais vraiment travaillé. Donc maintenant, ils ont fait des réunions, d'ailleurs, pour se réunir et trucs. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc tu arrives, tu es censé être un peu encadré par des gens qui ne te connaissent pas. Je suis complètement atypique, je pense, dans certaines choses. Et faut me laisser plus un peu tranquille de faire mon truc et tout ça, avec le bon conseil au bon moment, ce que j'ai eu avec mon ami d'ailleurs. Mais donc c'était un peu... C'est pas facile. C'est pas facile pour l'équipe de France parce qu'il doit avoir une mixité de gens qui ne connaissent pas, qui doivent cadrer, tu vois. Et mais moi, sur mon côté combat pour coaching pour le combat, je m'y retrouvais pas, j'avais rien, j'avais pas mes repères que j'aurais eu besoin. Et là, je me retrouve à l'hôtel un peu tout seul. Et c'est vrai que pour eux, c'est compliqué de dire à quelqu'un que tu connais pas comment... Et là, je reviens, je sors de la sieste juste avant le match et mon pote il vient me voir, il me dit « Ça va Thomas ?» Je regarde, je fais « Pas du tout. Je suis pas du tout, j'ai pas envie de dormir, je suis pas truc, j'ai trop bloqué sur ce match et mon fils qui allait naître et tout ça. » Et tout ça pour raconter qu'il me dit « Viens ici. » Il me sort du staff, entre guillemets, de là où il est tout ça. Il m'a isolé, il m'a dit « Comment il s'appelle ton gars ?» Je dis « Je sais pas. On vient du Brésil ensemble, où on a vécu des choses. Tu as tourné avec Minotaur. Ce mec-là, il t'a donné le respect, il t'a ramené en voiture. José Aldo et ainsi de suite, parce que j'étais avec lui. Il me dit « Et comment il s'appelle ton gars là ?» Je ne connais pas ce nom. Alors arrête de faire tes manières. Tu y vas.
c'est pas Minotaur que tu as en face. Et savoir que ça veut rien dire, un match, c'est serré, hein, ça veut rien dire. Mais c'est vrai que dans ma Mais tête... mentalement, ça a fait un déclic. Mentalement, il m'a touché, il m'a eu 2 mots. Il m'a dit, écoute-moi, tu as le respect de un tel. J'ai tourné avec Arona, avec Minotaur, José Aldo. Quand tu y vas, lui, on connaît même pas son nom, tu y vas. Et c'est vrai que quand je suis allé, du coup, je me suis enlevé l'appréhension, le fait que c'était un gros lutteur, il luttait très bien et tout ça, et tu aurais pu te freiner. Et là, je dis, ah non, c'est vrai que j'ai fait ça et ça, j'y vais, c'est personne de lui. Et le fait de me dire que c'est personne de lui, et je suis rentré dans le combat. Et quand je lui ai attrapé la tête, j'ai arraché, j'ai fait champion d'Europe derrière. Et quand je sors du tournoi, j'appelle ma femme, je dis c'est bon, j'ai gagné. Elle me rappelle un quart d'heure après, c'est bon, j'accouche. Ça a été caché. Je suis rentré, c'était un gros week-end. Est-ce que ça, du côté personnel, le fait d'avoir un enfant, ça a changé un petit peu ton rapport à la compétition à l'époque ça... C'est le plus grand bouleversement, je pense, que dans ma vie. J'aurais parfait, j'étais déjà très performant à fond, mais ce qui m'a permis d'attaquer l'autre côté de la barrière de ce qui peut te faire grandir en homme et en combattant, ça a été la séparation de mon fils, c'est-à-dire avec de la mère de mon premier fils, et ça m'a forcé à trouver l'équilibre que j'aurais jamais peut-être trouvé. J'étais peut-être dans un truc dans ma vie dans lequel je me battais, je restais sur une seule chose, et je ne voyais que ça et aller au bout de ça, et j'y étais. Hein. Performance physiquement, j'étais à fond, je m'entraînais dur, mais comme jamais. Aujourd'hui, je m'entraîne plus par rapport à ce qu'avant. Et je pense que ma plus grande évolution humaine, parce qu'il ne faut pas oublier que ce que tu vas faire sur le tapis, c'est le résultat de ton évolution humaine. Ça a été ça, la séparation. C'est-à-dire que parfois, je me bouffais des événements, et c'est pour ça que j'étais très compliqué à combattre, parce que j'ai donné tout. Et en fait, de relativiser avec un enfant, qui n'a rien à voir au final, en fait. Mais j'ai mis du temps à réaliser que j'avais un enfant. Quand il est né, on le comprend. Mais de vraiment y faire sa place, et ainsi de suite, c'était des liens directs avec mon enfance, avec ce que j'ai vécu, avec la place, mon rapport que j'avais avec le sport qui prenait tout, et le pourquoi du comment de tout ça, quoi. Donc, c'est le plus grand chamboulement. C'est peut-être pour moi le Bing Bang là. Donc, ça a pété à ce moment-là, et ça a mis des années pour me construire. Donc, aujourd'hui, je pense que la plus grande réussite, ça a été ce que j'ai réussi en carrière, et l'action-réaction que j'ai eue avec les naissances de mes enfants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un deuxième enfant qui va me pousser à faire des choix, à continuer à grandir, en fait. Donc, c'est la plus belle chose qu'il puisse y avoir, un enfant. Non seulement la relation que tu vas vivre avec lui, et même personnelle en tant que moi, la personne que je suis avant même qu'il naisse. C'est la plus belle chose qui est, c'est un vrai changement. Et je pense que c'est un changement de quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. Je pense que, tu sais, comme quand on enseigne, comme quand on est combattant, on a notre propre limite pour notre perception et tout ce qu'on a. Et le coach, il est censé te faire amener sur ce que tu ne vois pas de toi-même. Et au-delà de tes qualités que tu pourrais explorer à 100%, lui va t'amener sur ce que tu n'aurais pas fait, ce que tu ne vois pas. Et je pense que l'enfant, c'est ça. C'est-à-dire que côté humain, j'aurais jamais pu aborder ces sujets-là sans ça. C'est la même manière que c'est une bonne rencontre, Roberto Letang, la même manière qu'en amour, une femme, ça peut te faire des choses que tu n'aurais jamais fait en tant qu'homme. Et l'enfant, c'est un bing-bang, quoi. Donc, ça m'a fait grandir. Mais c'est très dur. Je peux comprendre que la remise en question, elle n'est pas facile pour beaucoup. Faut y trouver sa place, faut trouver ses réactions. Et en plus, dans une société où aujourd'hui la consommation est très rapide, y a des choses, il faut laisser le temps, quoi. Que tu peux comprendre ou pas comprendre là, ça va venir, même si tu as compris de là que ça change tes mécanismes que tu as depuis 20 ans dans ta vie. C'est pas facile, mais je pense qu'au final, c'est ça la plus belle réussite à avoir, ce changement. Donc 2010, tu es champion d'Europe, et puis tu as ton petit garçon. 2010, ouais. Donc sur le plan sportif, c'est quelque chose de très important, sur le plan personnel, c'est très important. Ton titre de numéro 1 mondial IBJJF, c'est 2019-2020. Ouais, 2018-2019. Donc quasiment 10 ans plus tard. Ouais. T'as peut-être le plus gros titre de ta carrière. Ouais, mais j'ai toujours eu des titres. Si on regarde ma carrière, quasiment chaque année ou tous les 2 ans, j'ai un gros titre. Si tu regardes, 2017, j'ai les Panaméricains. Des 10 dernières années, je suis le seul Français, seul Européen. Alors, ce que je disais, on était 2, c'est Gunnar Nelson il y a 14 ans et moi il y a 12 ans, je crois, comme ça, en 2007. Je sais plus combien ça fait tant. Ça fait 15 ans? Non. 2007 2017, non. Dans les 10 dernières années, je suis le seul. Et je l'ai fait il y a 6 ans. Ok. Donc, mais si tu regardes avant, j'avais fait déjà 2e, j'avais fait déjà 3e au PAN, ce qui est quand même une belle perte. Si tu regardes, j'ai fait champion d'Europe une année aussi, 2018.
2019 aussi. Donc, j'ai fait quand même, chaque année, j'ai quand même gagné un très gros truc. J'ai jamais aussi parlé j'ai fait 2 fois en master, j'ai été numéro 2 mondial et numéro 3 mondial en master. Mais comme moi, je parlais d'adulte et je n'en ai jamais parlé, mais j'ai fait quand même une année, en fait, j'ai raté un cutting et je finis à l'hôpital aux États-Unis. Et donc, du coup, complètement cuit et j'ai eu le temps de changer, de modifier le truc. Donc, du coup, je me voyais mal partir faire des combats de 10 minutes. Et en plus, je change de cadre, du coup, il faut que je remange, il faut que je me réhydrate et tout. Et du coup, je me dis, bon, ben, est-ce que je le fais pas? Vraiment, je m'étais loupé. J'avais poussé trop le truc. Et en fait, je dis, bon, ben, je fais AKT au-dessus et en 5 minutes. Et j'ai fait 2e et 3e moment dans Master. J'ai jamais baptisé parce que mon objectif, moi, c'était toujours être adulte. Et que le niveau Master, il est très, très fort. C'est des mecs qui peuvent faire quart et demi-finale en adulte. Qu'est-ce que tu penses du niveau du grappling français et de l'évolution du grappling français? Toi qui le connais depuis 20 ans maintenant. Alors, niveau grand public, il y a beaucoup plus de pratiquants et le niveau est très, très bon. Moi, je parle en nogi, pas en kim. En nogi, je vois pas beaucoup de compétiteurs tant que ça, en fait. Si on regarde vraiment les championnats d'Europe, on n'est pas tant que ça. La DCC, on n'est pas plus que ça. Il y a du monde qui combat, mais la DCC, je crois qu'on était une 10-12aine. On était déjà une 10-12aine il y a 10-15 ans. Et aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est qu'on est peut-être 4 fois, 5 fois, 10 fois plus de pratiquants et il n'y a pas plus de compétitions. Et sur les 10-12aines en plus, on a des vétérans de la discipline, des mecs comme toi, comme Nicolas Régnier, comme Johnny Frachet, comme Anthony De Oliveira qui est entre les deux. Qui n'est pas de votre génération, mais ça fait quand même longtemps qu'il est dans le game. Ouais. Donc tu vois, il y a du niveau. On n'a pas beaucoup de nouveaux sur les 10-12 quoi. Non, on n'a pas de mecs qu'on connaît pas, qui viennent d'arriver. Et même en kimono, j'ai regardé vite fait le championnat d'Europe qu'il y a eu à Paris. En adulte, black belt, il n'y en a pas eu tant que ça. Moi, je regarde ça. Je regarde le côté. Après, je regarde tous les jeunes, hein, les bleus, violettes et tout. Mais moi, j'aime bien regarder la Champions League, la première div. Mais les autres, c'est très bien. Je les observe parce qu'il faut regarder la continuité, mais c'est que le début. Donc, en adulte, j'en ai pas vu tant que ça de renouvellement en adulte. Donc, c'est très étonnant. Donc, peut-être qu'il faut se dire que c'est la génération qui va arriver. Donc, effectivement, il faut regarder peut-être les bleus et les violettes aujourd'hui. Mais pas pour mettre toute la lumière là. Et que bleu et violet, il faut laisser le temps. Mais il faut regarder de ceux-là, qui c'est qui va arriver un adulte et qui va faire quelque chose mondialement. C'est ça qui va être intéressant, je pense. On est dans une transition. Peut-être qu'on met MMA d'ailleurs, on est une transition. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que... Parce que ça fait longtemps maintenant quand même que le JB il est implanté en France, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui fait que ça évolue? Moi, l'un des trucs qui m'a impressionné aux États-Unis quand j'ai été tourné dans tous les clubs là, ça n'a pas été le striking, parce qu'ici on a un striking de fou. La lutte, je m'y attendais, donc il y avait de la bonne lutte, mais je m'attendais à de la bonne lutte, donc je n'étais pas forcément surpris. Par contre, quand tu vas dans des très bons clubs chez Danaher, chez Eddie Bravo, etc., tu as des ceintures bleues, des ceintures violettes, qui sont très costauds. Et ça, c'est un des trucs qui m'a surpris aux États-Unis, c'est-à-dire que de tourner en nogi, je parle, tourner avec des bleus violettes, où tu dis, waouh, le niveau bleu-violette, il peut être très élevé. Il y a beaucoup plus de compétition. Nous, c'est en train d'arriver quand même en France. Il y a de plus en plus de compétition. Hein. Donc, le niveau, il commence à être pas mal. Mais c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on dit t'inquiète pas, l'année prochaine, on rattrape. Dans 5 ans, on aura rattrapé. En fait, on a toujours le même décalage. On évolue, mais il y a toujours un peu quand même ce décalage. Mais il y a quand même un boulot qui se fait monstrueusement. Il y a des clubs comme la MK Team d'Olivier Michalesco qui fait grandir beaucoup d'élèves. Donc, il va y avoir du résultat. Il va y avoir Voilà, je pense qu'après aussi, il faut regarder tout ce qu'on fait. C'est pour ça que moi, je partage beaucoup aujourd'hui sur mon Instagram de la pédagogie pour faire évoluer le mindset et beaucoup de choses. Parce qu'il faut amener notre aussi part de la contribution à vouloir faire évoluer notre sport. Donc voilà, il y a plein d'aspects. Il y a la partie média, il y a la partie d'avoir beaucoup de compétitions régulièrement. Mais il y a aussi la pédagogie. Il faut exposer la pédagogie. Il faut sortir de ce truc à croire qu'il y a une vérité absolue, c'est comme ça et pas une autre. Non, il y a plein de manières. C'est la manière dont... Ce que la personne va en faire. Et il y a plein d'angles à travailler. Maintenant, il y a le mindset aussi, la mentalité du pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi s'enfermer à juger, à critiquer tout le monde, mais il faut aussi dire qu'est-ce que je peux apprendre de là et de là. C'est pour ça qu'il faut, pour moi, apprendre de beaucoup de coachs différents, de clubs différents et surtout de voyages, dans le sens où il faut s'enrichir d'expérience. Maintenant, tu reviendras toujours comme chez papa-maman, avec tes piliers, ton professeur, ta manière d'apprendre qui t'a construit au départ. Mais si tu restes chez papa-maman pendant 40 ans, tu es un vieux garçon, on va dire tu connais rien à la vie, c'est le premier truc qu'on va dire à un ami. Hein. Mais donc, il faut que tu aies ta base, qui fait que ça ne s'explique pas, c'est tes parents, donc ton club, ton prof, mais à un moment, il faut s'enrichir, il faut aller combattre, il faut voyager, il faut les rencontrer, il faut faire un stage, il faut les rencontrer, un coaching, il faut s'enrichir. Et attention, hein,
physiquement, techniquement et mentalement, quoi. Et après, tu vas faire des stratégies, ainsi de suite. Donc, ça va venir. Maintenant, à nous aussi de pousser les gens à dire, allez à la compète. Et il faut sortir de ce cliché de croire que la compétition, c'est pour les compétiteurs. Un loisir pour faire de la compétition, juste pour s'enrichir, juste pour vivre une expérience comme moi, j'irais faire un paintball ou à une fête foraine, de la même manière. Tu vois, je te donne un exemple que j'explique souvent dans les stages, c'est faut bien structurer les choses. Et ce qui est important, c'est ce que tu vas en faire dans ta tête. Quand tu fais de la fête foraine, c'est quoi l'objectif? Le fusil, l'arme, le gigatamé, ce que tu veux. Et le ballon rouge ou le ballon bleu, tu l'éclates. C'est-à-dire que c'est la fête foraine, c'est du loisir. Là, on est là que pour s'amuser, on s'en fout du reste. Voilà, donc tu es très séduit par l'arme et le ballon. Le giga, truc. Donc ça, c'est du grand loisir. Il faut le respecter, c'est très important, le divertissement est très important. Maintenant, le mec un peu plus sérieux, qui va rentrer au-delà, il va aller faire du paintball. Le paintball, c'est quoi? Tu vas toujours être séduit, air comprimé, la cartouche, super, le masque, c'est beau. Go, 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 on y va. Ou tu te caches, tu pars, le bruit, le truc, l'environnement, tu vois, quand il faut partir, couvrir, ça. Donc là, tu es en train de voir déjà l'environnement du terrain. Là, on est dans autre chose que le divertissement, la fête foraine. Et ensuite, tu vas avoir les professionnels, militaires. Mais si tu fais sur le terrain et dans le camion, tu as un mec qui fait oh, il est joli cette carabine. Tu vas le regarder, tu vas faire caporal, tu peux me changer, là, il y a un problème, je vais me faire dégommer. Parce que quand tu es pro, c'est une relation qu'on aurait, par exemple, entraîné, c'est-à-dire que tu voues ta vie là, sur le terrain. C'est bon, on n'est plus dans la performance, les stands de tir, on le fait régulièrement, mais là, c'est la vie, c'est-à-dire que c'est pro, c'est un choix. Donc, mais si à l'inverse, tu as ce pro qui vient à la fête foraine militaire, de même à midi, aux infos, tu as un problème. Non. Et c'est ça qui va être important, c'est-à-dire que le pro militaire, il est quand même capable de s'amuser avec un enfant à la fête foraine. Donc le loisir, il peut être capable aussi de comprendre de faire un paintball. Peut-être pas le truc pro, mais voilà. Et ce qui va être important, c'est de comprendre que quand on est loisir, mais ça n'empêche pas de faire une expérience professionnelle. Et le pro, il a le droit aussi de s'amuser. Et c'est ça qui va être important à faire comprendre aux gens, c'est de savoir switcher, de savoir un jour je peux m'amuser. Moi, par exemple, je suis pro, mais je ne suis pas un psychopathe dans le sens où je suis capable de mettre de la musique et dire viens, on s'amuse aujourd'hui, je rigole, viens, on transpire. Par contre, je suis capable d'être, attention, quand je combats, je suis un combattant. Et c'est là où certains ils confondent l'entraînement et la compétition. Moi, quand je combats, je deviens une autre personne. En fait, je deviens moi, mais sur un combat. Je sais que quand je monte sur le tapis, j'ai un travail à faire et je le connais. J'ai de l'expérience là-dessus. Mais quand je m'amuse sur un tapis, moi j'élabore, je cherche un détail, je cherche un travail. Tu vas m'entendre parler d'un discours pendant 15 jours de la même chose parce que je suis en train de tricoter un truc et de l'affiner, de la profondeur, de faire dans ma leçon. Tu vois. Et ça, c'est très important à comprendre. Et c'est peut-être une fois qu'on va comprendre les gens, et c'est là où je trouve, si j'explique ça, c'est que je trouve qu'aux États-Unis, ils sont très, très compartimentés. Un loisir, c'est un loisir. Un pro, c'est un pro. Et tu entends un loisir qui peut dire je vais commencer à faire de la compétition. Il switch. Mais il sait. En France, on a l'impression que c'est un peu tout mélangé, on est un peu tous ensemble. Ce qui est un peu normal dans le tapis, on s'entraîne tous ensemble. Et c'est vrai qu'on a l'impression que des loisirs, c'est pas pour des pros, c'est un peu mélangé, tu vois. Donc il faut que tout ça se structure. Et peut-être que c'est là où les gens expérimentés, on va faire du bien en tenant peut-être des discours comme ça, en disant les gars, non, on peut s'amuser, on peut aussi faire des expériences. Tu peux être un loisir, tu peux être un chef d'entreprise, viens, je te fais faire un petit interclub. Une fois, 2 fois. Pas pour être compétiteur, tu ne le seras pas et tu n'as pas le temps. Priorité dans la vie, tu peux pas. Mais une fois, tu peux. Par contre, du coup, tu as vu, la prochaine fois que je vais te donner des conseils techniques, tu vas comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Attention, le jiu-jitsu brésilien et le grappling, qu'on tombe pas dans ce qu'on peut reprocher au self-défense. C'est-à-dire que dans la réalité, on a 3 techniques qui marchent. Mais à un moment, comme on a des adhérents et des gens qui s'inscrivent pour s'amuser, l'amusement, c'est quoi? Pas de contraintes, beaucoup de techniques, vas-y, tiens, je te montre plein de trucs, c'est chouette, tu vois. Mais parfois, nous, en grappling, on commence à faire beaucoup de techniques et dans la réalité, ce qu'on reproche au self, c'est la même chose. On montre parce qu'il faut satisfaire le mec à payer un abonnement. Mais dans la réalité du combat, étranglement arrière, guillotine, clé de jambe. Il n'y en a pas 40 millions de trucs qui marchent. Donc attention à ça. Ce qui serait important, c'est de le dire quand on fait des vidéos, par exemple, de mettre 5 étoiles, réalisable, pas réalisable, pour qui, comment, le contexte. C'est ça qui est important, parce qu'une technique pour une technique, c'est bien. Dans quel temps de travail, dans quel rythme, à quel moment, quelle approche. C'est ça qui est plus important. C'est pas parce que je te donne une arme maintenant sur la table que tu connais l'environnement. Ce qui est important, et c'est là où moi je passe beaucoup de temps dans mes stages à travailler, c'est ton approche de combattant. Et au fond, plus je fais ça, plus je me rends compte qu'en fait, il ne faut pas être aveuglé dans ton sport. En loisir, c'est normal, il a vu un coup de poing, il va faire de la boxe, il a une soumission, mais en fait, tout découle de ton approche de combat. Donc moi, actuellement, je me détache de plus en plus de la luta, de la boxe, de la lutte, du jiu-jitsu, pour revenir sur le plus important, le haut de la pyramide, c'est ton état d'esprit, ton côté combattant. Parce que tout ce qui va découler après, c'est de ton état d'esprit. Si en haut, tu es bloqué, tu es fermé, toute la pyramide en bas, en fait, ça va être très compliqué. Donc, les techniques, est-ce que, par exemple, une technique, il faut répondre à une technique? Un problème technique, est-ce qu'il faut y répondre à une technique? Tu vois, par exemple, comment je sors de ça?
Est-ce qu'il faut forcément y répondre? Tu vois, je te donne un exemple. Si c'est une erreur répétitive, non, je t'aiderai pas à répondre à ça. Si tu as une logique bien faite, mais tu as un problème technique, je t'y réponds, parce que je sais que tout derrière, c'est bien fait. Si, par exemple, je fais une pyramide et que le bas de l'étage, c'est technique, je vais plutôt prendre en mécanique de remonter le problème, si c'est surtout répétitif. Donc, au-dessus, ça peut être un système. On va voir dans le système. Le système, c'est un triangle. Ben, combine, change. 3 choses et tu combines. Au-delà du système, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Les bases, les principes, c'est-à-dire la somme de gravité, la distance, l'angle. Donc parfois, tu vas pas répondre ça, c'est change de distance, change d'angle, change. Et au-delà des bases, tu vas avoir quoi? La biomécanique. Pourquoi tu fais cette technique? T'es grand, t'es gros, t'es petit, t'es ci, là. Ton corps te le permet pas. C'est pas le meilleur choix par rapport à ton corps. Et au-delà du corps, c'est quoi? L'état d'esprit, la tête. Donc si en haut de la pyramide, je donne un exemple, mettez teubé. Je peux faire toutes les techniquement te l'expliquer. En haut, tu comprends pas, tu veux pas comprendre, tu veux pas ouvrir. Et tous les étages, tu comprendras rien, tu veux pas. Ou, à l'inverse, le mec est fabuleux. Il te fait des choix en combat, des trucs comme John Jones. Moi, c'est pas son niveau technique en combat, qui est fabuleux. Écoute bien les propos qu'il a quand il a analysé le match, par exemple contre Gain. Écoute les 4 phrases qu'il a sorties. Il a compris des choses dans le staff d'en face, mais d'une pertinence et d'une profondeur, il a tout compris. Et les quelques phrases qu'il a dit, écoutez bien ce qu'il dit, parce que c'est ce qu'il va faire en combat. Le choix de la guillotine qu'il a fait, c'est pas la guillotine. Il a dit, il s'entraîne avec des légers. Après, est-ce que dans le staff, vraiment truc, il a dit, il a fait une guillotine qui pèse son poids. C'est ça qui est choquant. Il a compris de ce qu'il voit, ce qu'il faut faire. Et il a vraiment utilisé son poids. Pas une guillotine pour une guillotine. Mais c'est vrai qu'effectivement, si tu n'es pas habitué qu'il y a un vrai lourd qui vient de faire une guillotine comme ça, tu peux défendre, mettre une main. Mais si tu as un vrai mec qui pèse vraiment une guillotine, tu te retrouves à taper vite, par exemple. Parce que c'est des facteurs très importants. Mais il a... Donc, plus j'avance dans les années de compétition, d'enseignement et tout, ce que je regarde vraiment, c'est le hors-sport, l'état d'esprit. Parce qu'en fait, quand tu te rends compte que le travail de physique, les programmes, tu les fais, tu arrives à avoir un bon résultat dans les programmes de muscu. Si le mec est régulier, la technique, tu peux arriver à apprendre des choses techniquement. Mais c'est ce que tu vas en faire, ton état d'esprit. C'est souvent, je dis, n'apprenez pas la poésie, apprenez à devenir un poète. C'est-à-dire créer votre environnement, créer votre univers. Et c'est là. Donc plus j'avance dans le combat, plus j'essaie de regarder un facteur qui est très important, le hors-sport. Tu vois, physiquement, techniquement, mentalement, c'est des piliers de base. Mais après, tu peux t'entraîner des années, progresser physiquement, techniquement et mentalement. Et c'est là où parfois des entraîneurs, au bout de 4-5 ans, il m'a abandonné, il n'est pas reconnaissant et compagnie. Déjà, le hors-sport, tu l'as pas vu? Là, comment il réagissait avec les femmes, comment il réagissait avec l'argent, comment il a réagi avec la lumière. Ah oui, tu l'as progressé sur tous les piliers et tout. Mais dès le début, on a vu qu'il y avait un truc, le hors-sport. Donc aujourd'hui, par exemple, je fais attention, si je donne beaucoup d'enseignements, je fais attention au hors-sport avant de faire un résultat. Un boulot, tu l'auras quand tu travailles régulièrement. Mais le hors-sport, attention. Donc, c'est ce qui va faire soit tes gros blocages, ou soit un génie. John Jones, pour moi, je suis admiratif de comment il voit les choses, comment il applique les choses et tout. Et j'ai souvent remarqué que les grands résultats, les grandes personnes ont quand même un grain de folie. Ont quand même un truc dans la tête. On aimerait quand même, au fond, être dans leur tête, tu vois. Et moi, je pense que j'ai un peu ça, c'est-à-dire que j'ai une approche atypique, et même les gens me disent, c'est bizarre comment tu penses, comment tu parles tout. Je dis, mais moi, je fais pas 4 heures de grappling par semaine, moi, c'est toute ma vie. Je me lève, je parle grappling, c'est toute ma vie grappling. C'est une obsession. Ouais, pour moi, c'est même normal, c'est ma vie, en fait. Donc, c'est ça, t'es un poète, t'es un artiste. Mais avant même le sport, j'étais dans la musique, j'étais un créatif. Donc, je m'aperçois même que ma manière de combattre, elle correspond à ce que j'étais dans la musique. Tu vois, par exemple, quand j'enseigne, le combat pour moi n'est pas un combat, c'est une multitude d'actions. Quand tu composes un morceau de musique, le morceau à la fin, la finalité, c'est un combat, c'est une musique. Sauf que pour la composer, c'est la grosse caisse, tu coupes l'action et tu la refais pendant poum, 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 tu règles, tu reviens, poum, poum, l'arrêt, boum, tu reviens. Après, tu t'occupes de la caisse claire, tu passes une demi-heure par truc, manière de parler, et tu structures une. Donc, moi, quand j'enseigne, quand je combats et tout, pour moi, le combat est une multitude d'actions. Je m'occupe de chaque chose, pas que je règle compagnie, et la finalité, tu as ton morceau de musique. Et j'avais cette créativité dans la musique, c'est l'artistique créatif, et je m'aperçois que dans le combat, c'est pour ça que je vais pas être forcément comme tout le monde, ou les gens vont pas s'y retrouver visuellement, ou tout ce que tu veux. En fait, moi, je fais mon univers, je fais mon morceau de musique, j'ai ma créativité, donc j'ai des tendances. Actuellement, je travaille ça, je comme ça, j'ai cette approche-là, je vais prononcer ça. Je fais comme quand j'étais dans la musique, ingénieur de son. Est-ce que c'est pas ça aussi que l'erreur que font les gens parfois? Par exemple, Israël Adesanya contre Alex Pereira.
quand ils s'affrontent pour la 4e fois, tout le monde dit qu'il va forcément perdre Israël Adesanya. Et Israël lui dit on a fait 3 combats, mais regardez bien les 3 combats. C'est-à-dire qu'on a fait 3 combats que j'ai en globalité gagné, sur lequel il y a quelques actions qui ont fait que j'ai perdu le combat. Mais sur le temps passé sur les 3 combats, j'ai gagné peut-être 90% des 3 combats. Simplement, il y a 3 actions qui font que je perds le combat. Et du coup, aujourd'hui, même si c'est le 4e combat et que j'ai pris 3 défaites, c'est-à-dire que le score, c'est 3-0, moi, je ne vois pas 3-0, je vois 90%, 10%. Si je règle ces 10%, je peux gagner le combat à nouveau. Ouais, mais tu peux pas parler, sinon on met tout écart de tout le monde en jeu. Je suis d'accord, mais on n'est pas dans l'amateurisme. On est dans le pro. Le pro, tu perds les matchs sur une erreur. C'est comme ça. Moi, j'ai gagné des grands titres, j'ai perdu quelques matchs, c'est sur une action. Donc, j'ai perdu des matchs que j'ai dominés. J'ai gagné des matchs que parfois, le mec en face était plus fort que moi. Je remets les palmarès de tout le monde en jeu. Donc, ce facteur-là, j'ai envie de dire, c'est bien ce qu'il dit. Ça peut être même une réalité. Mais au bout de la 2e fois, tu sais qui c'est que tu affrontes. Et tu connais le potentiel de la personne en face. Tu sais sur quoi tu peux perdre. Donc, tu l'as pris, tu l'as subi. Mais comme aussi à l'inverse, Pereira. C'est-à-dire qu'il s'est fait toucher quand même avec cette droite de plusieurs fois, il a eu. Et là, il a été sauvé même une fois sur un gong, même en kickboxing, il a été touché aussi. Donc voilà, mais c'est du haut niveau. Je pense que ces 2 gars, tu les feras affronter 7 fois, 8 fois, tu auras les mêmes actions dans chaque combat et compagnie, mais parfois ça passera pour l'un, parfois pour l'autre, c'est du haut niveau. C'est ce qui est même beau à voir, c'est une story entre eux. C'est fabuleux. Là où Pereira disait je suis ta bête noire et compagnie, là il a montré le contraire. Mais je suis sûr que tu refais 3-4 matchs de plus, ce sera toujours ça avec des nuances. Quoi. Mais effectivement, c'est du niveau. C'est des kickboxers avec des petits gants. Donc qui disent pas ça dans le sens qu'il est dominé, il a oublié une chose, les petits gants. Un Pereira qui vient, effectivement, il y aura des lacunes sur certains compartiments, mais les petits gants, il peut éteindre n'importe qui. Donc de dire ça derrière, c'est du marketing pour moi. C'est une manière de se reconstruire peut-être aussi en confiance, de recréer des choses. C'est ça, je pense que ça, c'est ce qu'il a dit avant le combat. Je pense que c'était c'était l'angle de vision qui lui a permis d'atteindre ce combat. Il avait besoin de se le dire. Exactement. Et d'avoir confiance en lui, malgré 3 défaites. Ah oui, c'est beau ce qu'a fait. C'est super. J'imagine que médiatiquement, avec toute l'impériale qui te regarde, qui est un champion, tu vas prendre un gars qui t'a mis KO et qui t'a 3-0. Et tu te dis, effectivement, il faut s'accrocher à des choses pour se dire, non, je vais le gagner. Il a une force de... C'est pour moi l'histoire qu'on n'a pas assez entendue dans ce combat. C'est-à-dire qu'au-delà du résultat sportif, d'être au sommet du monde, de dire, il y a un mec qui débarque dans ma KT, il m'a déjà battu 2 fois dans mon sport de prédilection, le kickboxing. Je vais l'affronter pour laver l'affront. Quand je l'affronte, je perds le titre et je perds par KO devant le monde entier. Et attention, Nico, déjà à petit niveau, ce qu'on a fait tous, les petits combats, déjà, tu n'as pas envie de perdre devant ta femme ou tes amis. On est devant toute la planète. Et tu as déjà perdu 3 fois. Et tu as déjà perdu. Tu prends ce mec, tu repères devant tout le monde. Et là, tu dis, le prochain combat, je ne fais pas un combat de retour qui me remet en confiance. Je reprends ce mec-là et tu fais all-in. C'est-à-dire que tu dis, si ce combat, je ne le gagne pas. Ah, ça enterre sa carrière même. J'enterre ma carrière. Sa carrière même. J'ai perdu le titre. Et le mec fait all-in. Il rentre avec un sang-froid incroyable et il réussit à gagner. Il dit ça, Nico, aussi. Parce que c'est aussi en ping-pong à ce qu'il dit Pereira. Et pourquoi il a dit ça, Pereira? Parce qu'il savait qu'ils allaient se affronter. Pereira, il a dit quoi? Pereira, il a dit, je suis ta bête noire. Tu perdras tout le temps. C'est comme ça, il faut l'accepter. Il a joué de ça. Donc l'autre, quand il entend ça, c'est une réponse à ce qu'il dit là. Il revient t'affronter. Et le mec est en train de dire le discours, quoi que tu le veuilles, c'est comme ça. Moi, j'ai déjà perdu contre des gars. Tu as perdu contre moi, tu perdras toujours. C'est la bête noire. À quoi il faut s'accrocher quand un mec te dit ça? Comment tu peux démontrer ça quand le mec il a un argument comme ça et qu'il te dit ça fait 3-0? Quoi qu'il arrive, pour l'instant, ça fait 3-0. Et le mec il te dit, et tu vas le affronter. Et effectivement, il faut que tu chartes, que tu dises un argument et que tu le penses vraiment. C'est ça. Mais est-ce que c'est pas justement ça l'essence même du combattant? C'est-à-dire que même dans le propos, même dans la mentalité, il a combattu. C'est-à-dire quand l'autre lui a dit, écoute, contre moi, tu vas tout le temps perdre. Lui, dans sa tête, c'est non. C'est pour ça que je suis un combattant, je vais combattre et je vais te montrer qu'il y a un jour où je vais gagner. Et c'est pour ça qu'en mindset, tu vas entendre dans la cage quand il va dire je vais mourir dans la cage. Manière de parler, tu vois. Mais il le pense vraiment. Parce que pour surpasser ça, il faut aller à une profondeur énorme. Donc, c'est pas étonnant que tu as un niveau. Excuse-moi, je vais vérifier. C'est pas étonnant qu'à un moment, il te sorte même une phrase comme ça. Pour aller. Toi, tu mets la barre là, mais je vais la mettre là. Donc, on va aller jusqu'à. On va aller au bout. On va aller au bout.
Quand tu as été KOT, tu as pris 3-0, le mec il te dit dans la cage, tu me tueras, mais je vais aller au bout. Donc c'est fabuleux. C'est leur rencontre, leur story, en tout cas, elle est fabuleuse. Dans le grappling, on a Gordon Ryan, qui a une place incroyable aujourd'hui. Toi, t'en penses quoi? Mais fort, il n'y a rien à dire, hein, le numéro 1 de par les actes, de par les résultats. Après, c'est pas techniquement que je suis impressionné. On est toujours à observer technique, mais c'est le travail de mindset qu'il fait de relation avec son entraîneur. Il y a une vraie relation mise en place, donc du coup, avec un travail qui sort. Je suis impressionné par le travail de préaction, le travail de maintenir son rythme et de pas aller dans le rythme de l'adversaire. Et je suis impressionné du fait que, quand on voit sur les réseaux le fait qu'il se focalise beaucoup sur lui, son image, son business et compagnie, mais même dans le combat, il se focalise beaucoup sur lui. Il fait attention de ne pas être, quoi qu'il arrive, dans le mec d'en face. Donc, dans le rythme, dans le combat, tirer en effet miroir. Et du coup, regardez les préactions, regardez le choix de rester dans un rythme qui est vraiment voulu. Donc, il y a un vrai travail de quotidien. Il y a un vrai travail de relation entre lui et Danner. Est-ce que Danner, c'est le meilleur entraîneur? Pour Gordon, oui. C'est le meilleur entraîneur, pas pour tout le monde. Pour moi, ça aurait été peut-être pas un entraîneur. Il m'aurait enrichi une expérience, oui, on ne peut pas en nier, mais j'aurais peut-être pas eu la même relation. J'aime beaucoup cette idée de t'es le meilleur entraîneur, oui, mais pour qui? Mais pour qui, bien sûr. C'est pas... Voilà, on n'est pas les mêmes personnes. C'est peut-être la raison pour laquelle on a une problématique quand on essaie d'établir des classements du meilleur entraîneur. Le meilleur entraîneur, pour qui? Pourquoi? Pour quand? Ça dépend de tellement de facteurs. Et quels sont... Moi, je me rappelle de ce débat qu'il y a eu sur les médias français, sur le meilleur entraîneur, etc. Et la question que j'avais envie de poser, avant de dire qui est le meilleur, c'est quoi être le meilleur entraîneur? Est-ce que c'est prendre un gars de la base et le monter très haut? Est-ce que c'est avoir le maximum de mecs qui combattent à haut niveau? Est-ce que il faut déjà peut-être définir ce qu'est un bon entraîneur avant de faire un classement des meilleurs entraîneurs? Et c'est pas un mot ne définit pas la totalité. C'est dans l'idéal, on devrait avoir par exemple, si un jour on devrait faire une analyse technique, on monte un podcast, vraiment on tient pur sang et compagnie. Mais moi, j'aimerais pas être le leader de ce podcast. Parce que dans mon domaine, je pense être fort, mais je n'ai pas la vérité absolue. C'est-à-dire que moi, je suis très dans les concepts, dans certaines choses, là où je porte les yeux. Mais j'aimerais avoir autour d'une table un mec qui est très technicien. Lui va regarder la technique. Parce que si un jour, moi, si tu regardes, j'ai 185 victoires pour 200 matchs, mais j'ai eu quand même quelques défaites. Et si j'ai une défaite, c'est mon antipode, ça peut être le détail technique. Là où moi, j'en ai la technique, mais c'est ce qui me fait gagner 9 matchs sur 10. Donc, c'est une très belle carrière que j'ai. Donc, moi, autour de moi, j'aimerais quand même avoir un technicien, un pur technicien. À côté de moi, j'aimerais un très préparateur physique. À côté de moi, j'aimerais un maître de mindset. Et c'est ça. Et on va donner différents angles. Et c'est là où on aura une approche la plus intelligente pour tout le monde. Et de ce qu'on va donner et aussi de ce qu'on va recevoir, tu verras que tu auras différentes personnes en face qui va se retrouver. Non, Thomas, c'est le mieux. Mais parce qu'il se retrouve dans mon angle, en fait. C'est comme dans le côté animal. Je dis, quel est le meilleur? Le mec a une approche ancrage gorille et tout, ou le serpent endurant dessous tout? Qui est le meilleur? C'est le gorille. Mais parce que tu as des affinités au gorille. Mais dans la réalité, si le gorille il écrase, il arrache la tête au serpent, c'est le meilleur. Mais si le serpent, il enroule, donc ce qui est important, c'est l'environnement, comment tu l'approches, considérer le danger. Ça, c'est l'essence du fight sur le terrain. Mais dans la réalité, de toi, qui tu vas dire qui est le meilleur, c'est ton affinité. Donc, les deux sont forts. Les deux ont des points forts et des points faibles. C'est ce qui va être la manière dont s'approcher. La vision. La vision. C'est ça qui est fabuleux. Donc, pour moi, un tour de table, entraîneur et tout, ce qui serait fabuleux, c'est d'avoir, en France, je vais peut-être choquer en disant ça, en management, un Fernand Lopez. En entraîneur, par exemple, en boxe, je trouve qu'en étant plié avec Saladin Parnasse, c'est fabuleux. En défense, Maxime François, clair et net. Je l'ai choisi il y a longtemps pour m'entraîner avec lui. Le Hatch vient de le prendre. Regardez bien le résultat qu'il va avoir en défense en laissant un peu de temps. Sol technicien, je pense que Reda Medbouche, par exemple, de dessous à demi-garde, est un très très bon gars à avoir en France. 3e aux Europes en kimono. Donc un très bon gars. Maintenant, c'est peut-être pas le mec pour une top position. Moi, je pense que je suis très très fort dans les positionnements de top position et bloquer les mouvements. L'autre, il est fort par exemple, dans les mouvements. Qui est le plus important? Non, les deux sont importants. Mais peut-être que pour ce combat, c'est lui, et pour l'autre combat, c'est lui. Donc, si on avait un tour de table très polyvalent avec un bon manager, un bon entraîneur et tout, et là, une vraie cohésion, on aurait une dream team. Après, il y a le mot dream. On va toujours rêver, c'est très compliqué à faire à cause du business et tout. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer sur une personne.
C'est qui et pourquoi à qui. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est là où on va avoir des affinités. Gain, s'il faut, tu le mets à notre entraîneur, il l'amène pas comme ça. Et s'il faut, Ngannou, à l'inverse, à continuer à évoluer parce qu'il a quitté au bon moment, parce que s'il faut, il allait être peut-être bridé par le même entraîneur. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Ce que je dirais comme conseil, c'est aux combattants, attention aussi de comprendre que vous êtes votre propre entreprise et de regarder à qui tu donnes le pouvoir des choses, qui puisse en faire un bon travail pour toi, parce que lui, il va te travailler, il va prendre ce qu'il a à apprendre avec toi. Donc, il faut aussi que tu fasses des bons choix. Donc, c'est ce qui va être très important pour la suite de ta carrière. Et parfois, peut-être qu'il faut faire des réadaptations, parfois, il faut... Voilà. Mais c'est une cuisine. Tu dois cuisiner, tu dois comprendre les aliments que tu as et ce que tu dois en faire. Tu penses quoi du MMA en France actuellement? Fabuleux. Même avec toutes les histoires qu'il y a aujourd'hui, ça me fait rigoler, j'en rigole, mais pour moi, c'est que du bon. Ça amène tout vers le haut. Les gens, je peux comprendre, et même moi-même, parfois c'est un peu emmerdant, et je vois même des messages de gars, 1 sur 100, 1 sur 200, c'est un peu chiant un truc, et ils ont tout à fait raison. Les polémiques un peu, on voudrait rester dans le sport, et les passionnés ne demandent pas tout ça, tu vois. Mais d'un côté, c'est ce qui amène tout le haut, tout l'intérêt, les découvertes et tout ça, et à se remettre en question tout le monde aussi, c'est très important, tu vois. Donc moi, par exemple, si j'ai montré aussi beaucoup ma pédagogie aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris par 2-3 trucs qui sont passés que je la montre pas. Et du coup, quelqu'un qui pourrait être mal intentionné, alors qu'il sait mon niveau derrière, mais comme il sait que je le montre pas en public, il va prendre des propos en public, et je dis non, en fait, c'est ma faute, je vais montrer un peu plus, en fait. Et du coup, ben voilà, maintenant, je pourrais écouter. Donc, la caméra a coupé, on ne sait plus de quoi on parlait. Mais entre-temps, on a discuté d'un sujet qui était intéressant. Donc, j'en profite, je rebondis là-dessus. La technique, c'est vrai que tu parles souvent, tu dis la technique, c'est pas la technique. On a l'impression que tu as quelque chose contre la technique. Moi, j'introduisais l'idée que la technique, c'est un peu dans cette société un peu consumériste, c'est un peu le bonbon, c'est un peu le pansement qu'on met, c'est la solution facile. Oui, c'est facile. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on monte ça en premier, c'est tellement facile. N'importe quel prof et n'importe quelle personne peut apprendre une technique. Je vais stéréotyper, je vais exagérer, mais prendre le poignet, ramener le coude et lever, et ça tape. Qu'est-ce qu'il y a de dur là-dedans? Un coup de poing en boxe, tac. Qu'est-ce qu'il y a de dur là-dedans? On en parlait, qu'est-ce que tu disais d'ailleurs sur le coup de poing? Je disais que Mamar, l'entraîneur d'ici, il dit c'est 15 minutes pour apprendre un coup de poing, puis c'est 10 ans pour le placer en combat au bon endroit, au bon moment, la bonne distance, la précision, la force, etc. etc. Maintenant, si tu veux un vrai travail, la vraie question, elle n'est pas là, elle est dans le club. Parce que le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire un travail vraiment de fond, qui n'est pas ce que la société de consommation fait que vous venez aujourd'hui, l'enseignement s'est inversé aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, si je suis pas dans un club, au bout d'un mois ou deux, on me dit tu peux leur montrer le juji, le triangle, tu sais, ils sont venus un peu pour ça, ils ont abonné, tout. Et je dis non, moi, si j'enseigne, c'est mon enseignement, c'est à eux de venir apprendre du professeur. Et aujourd'hui, le professeur, il est plus là pour donner ce que les gens attendent. Et c'est pour ça que moi, j'enseigne beaucoup moins dans les clubs et que je suis en stage, parce que j'ai inversé le sens de l'enseignement. C'est-à-dire qu'en stage, les gens viennent pour moi. Donc moi, je peux être open bar dans mon truc, ils viennent me découvrir. Si je vais dans un club, ce qui est compréhensible, c'est que c'est la politique du club qui est très importante. Les abonnements, le nombre, et ainsi de suite. D'ailleurs, tu verras très rapidement que si tu as 100 adhérents, parfois on te dira, il y en a un ou deux qui n'étaient pas d'accord, est-ce que tu pourrais adapter? Mais tu ne regardes pas les 98 qui sont contents, on va regarder le 1-2, tu vois. Donc tout ça, c'est inversé. Et ça suit les consommations et c'est le bonbon, et la technique, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est les bases. Parce que, alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on comprend très simplement, mais très dur à faire, c'est les bases. La technique, facile, mais en combat, est-ce que tu arrives à le faire facilement? Tu comprends ce que je veux dire? C'est que au grand public, tu montres une technique, tout le monde sort du tapis en ayant compris un juji. Tout le monde. Maintenant, quelque chose qui va demander vraiment de la remise en question, c'est-à-dire de prendre plusieurs éléments en parallèle. Ton poids, la vitesse, le timing de réaction, ainsi de suite. C'est pas facile, là, c'est compliqué. Là. C'est très dur. Je suis pas sûr que quand tu sors de l'entraînement, tout le monde l'ait compris. Parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose, un vrai travail de fond, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps d'intégrer. Et tout le monde ne va pas l'apprendre. Il y en a, il va le comprendre en 5 minutes. Il y en a un, il va prendre 10 jours, lui. Hein. L'autre, une semaine. Tu vois. Et donc, si tu es exigeant que le mec, il vient, il a compris et il sort, bon, mais montrez technique. Tout le monde sera content à la fin du cours. Même au bout de 15 minutes. D'ailleurs, on fait 15 minutes technique et ainsi de suite. Mais si tu manques quelque chose en fond, là, tu vas te dire, chacun va se prendre son temps, comprenez-le. Mais tu as vu, tu n'auras pas le même taux de satisfaction. Et une question que tu viens de soulever qui est très intéressante, c'est effectivement, on a eu une évolution du sport en France. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le sport associatif, c'est-à-dire que l'entraîneur, il a un métier la journée, le soir, il donne des cours. Et donc, pour lui, en réalité, les cours qu'il donne, il ne gagne pas beaucoup d'argent sur ses cours. Qu'il les donne pas, ça ne change pas grand-chose à sa vie. On arrive dans une gestion du sport qui est beaucoup plus privative,
C'est-à-dire que le prof est payé, il est mieux payé, c'est un professionnel du sport, mais on a un adhérent qui devient un client et donc qui a son mot à dire, quelque part. Ouais, et le professeur devient comme un docteur généraliste. On devient généraliste. Et quand il y a quelqu'un qui veut aller plus loin, alors c'était bien aussi de structurer comme ça, on va dire, maintenant on va voir un spécialiste. Donc on est dans le truc de la technique, c'est un peu comme le bonbon, un peu comme le Doliprane, t'as mal, prends le Doliprane, voilà. Maintenant s'il y a un problème vraiment et que tu veux aller plus profondément, allez voir un spécialiste. C'est ça, et moi, c'est pourquoi je me retire, je vais faire les stages, je vais m'isoler dans mon coin, et venez-vous à moi, parce que je veux continuer à apprendre et à enseigner mon monde et être spécialisé. Je ne veux pas devenir un entraîneur généraliste. Ce qu'il faut comprendre d'ailleurs, c'est impossible d'être spécialiste quand tu as 40 personnes dans un club de face qui sont différentes configurations, différentes personnes. Et même la première question quand tu viens sur un tatami, c'est laquelle? C'est pourquoi tu es là? Si tu es quelqu'un, moi je suis pour m'amuser, ah ben vas-y, envoie la musique, on va rigoler, on va s'amuser. Toi, moi par exemple, je suis venu par le travail psychologique, j'ai besoin dans ma vie de travailler quelque chose, tu vois, c'était ma thérapie. Oula, viens, toi c'est un travail profond, pas simple. D'accord. Toi, performance, oula, enlève ces techniques, ça sert à rien. La compétition, que 3 techniques, tu restes là-dedans et tu répètes et tu maîtrises jusqu'à maîtriser les bases. Va faire tes drills, va faire ça, ça, ça et tu restes là-dedans. Tu vois, donc tu peux pas faire la même chose parce que déjà, ton enseignement, ça va dépendre qu'est-ce que tu as en face. Donc, tu deviens un médecin généraliste. Maintenant, c'est là où il faut quand même remettre les choses à sa place. Si vous voulez plus profond, si vous voulez plus loin, c'est aussi à vous de vous investir, à vous d'aller faire des coachings, à vous d'aller chercher les clubs adéquats, à vous d'aller plus loin. Donc, et moi, je ne voulais pas ce truc généraliste. Je ne voulais pas être là, et je l'ai fait. Attention, je l'ai fait 15 ans, et j'ai kiffé. Mais je ne veux plus le faire parce que j'en ai perdu le plaisir. De Jiu-Jitsu triangle chaque début d'année, Jiu-Jitsu triangle début d'année et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas les aider vraiment, en fait. Mais au fond, quand tu entraînes 1000 personnes, combien il en reste au fond? Il en reste 10. Moi, j'ai eu beaucoup de gens dans ma carrière en entraînement, hein, mais combien il en reste sur le circuit, si tu regardes la proportion, c'est très très peu. Donc je comprends aussi à l'inverse qu'il faut faire un enseignement généraliste. Mais moi, personnellement, j'y prenais plus plaisir. Est-ce que c'est dur d'être entraîneur et de vivre de son métier d'entraîneur? Ouais. Et excuse-moi, mais je reviens sur la question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve un intérêt au-delà de faire la technique, ou si tu fais que de la technique, c'est pas forcément approprié à tout le monde d'avoir un grand pourcentage de réussite par rapport à ce qu'ils veulent. C'est pour ça que moi, je vais de suite un peu plus dans le mindset. Que tu sois loisir, compétiteur ou autre, tu sortiras du tapis en apprenant quelque chose, en évoluant. Moi, mon but, c'est pas d'apprendre une technique, c'est apprendre à te connaître. Que tu sors du tapis et que tu aies compris ce que tu es, qui tu es et ce que tu aurais besoin. Je suis pas là pour étaler ma connaissance technique. Je suis là pour te faire grandir. Je ne suis pas là pour montrer mon savoir. Souvent, je trouve que parfois, il y a beaucoup de professeurs qui montrent, mais ils montrent leur technique à eux, de dessous, de street. Ils étalent leurs vidéos, leur technique, leur ci, leur là. Non, le but, moi, c'est que tu viens là, à travers mon expérience, je veux que tu te connaisses plus. Et je ne veux pas étaler toutes mes techniques dans une position. Je m'en fous. D'ailleurs, si tu verras, si tu vois mes stages, je ne montre pas de technique. Les gens, je leur dis à la fin de stage, vous avez noté. Ah ouais, il a montré 0 technique. J'ai des élèves depuis 1 an, comme Quentin, Blue. Je ne lui ai pas montré de technique, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Par contre, va lutter avec lui. Tu vas dire, oh, il est sous ligne hermétique. Il ne s'est pas encore attaqué. Je n'ai pas attaqué les attaques encore. Hein? Non. De la posture, de la mise en position, et du rythme et tout ça. Et il est très bien là-dedans. On va passer maintenant aux attaques, la 2e année. Donc, je l'aide à évoluer. Je ne fais pas un étalage de connaissances techniques. En plus, ces techniques, elles seront appropriées à moi, mes techniques qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. De par ton tempérament, tes techniques, tes zones de travail. Donc, c'est ça le club où on peut passer des bons moments, devenir fort parce que c'est un bon entraîneur, mais on peut vite faire du hors-sujet. Alors, pour revenir à la question, est-ce que c'est dur de vivre de l'entraînement en France ou pas? Comment ça se passe, la fonction d'entraîneur? Ouais, c'est dur. Et encore plus à cet angle-là, si je décide d'être un peu atypique, tu vois, là, je reste dans des choses là, sur le public. Et ouais, encore plus. Et en plus, moi, j'ai un travail où, tu sais, on va parler de travail de masse. 90% de la population et 10% qui oserait un peu plus faire des choses qui n'est pas, je sais pas comment dire, tu vois, orthodoxe, classique. Donc en plus, moi, je décide d'être dans le qui sort du rail. Donc, mais malgré ça, tu as beaucoup de succès. Ah oui. Tu as énormément de stages, t'as des coachings particuliers, etc. Ça fonctionne bien. Ah non, je suis très content et je pense que j'ai fait le bon choix à oser montrer ce que je fais et pas montrer ce que les gens veulent. Je suis pas le plus visuel, j'ai un travail monstre dans les détails, dans mon jeu. Voilà, moi, de mon gabarit, de mon tempérament, le visuel, pour moi, c'est dans les films, ça s'appelle des cascadeurs. Voilà, mais un mec qui
catégorie légère, et là où la mobilité est très importante et la technicité est très importante, non, lui, là, c'est du vrai. Mais pas dans ma caté. J'ai combattu dans les plus lourds et pas de mon travail à moi. Donc, non, je suis très content parce que de fait qu'en plus, je suis dans le 10%, on va dire, j'arrive quand même à en vivre. Sur les 10%, il y a un truc qui est important à comprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir peur si tu es dans les 90 ou les 10, il faut rester ce que tu es, ce que tu as envie de faire. Parce que, par exemple, même si j'ai un enseignement être un peu atypique, qui sort un peu du rail, ben en fait, au fond, tu as besoin de quoi? D'avoir quelques personnes autour de toi, d'avoir des gens, un peu de monde dans les stages, en coaching. Mais en fait, moi, je reste ce que je suis. Et en fait, tu vas vivre de quoi? Ben, si tu as 50, 100 personnes autour de toi, ben, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Donc, ne pas croire qu'il faut tout en plus pour y arriver. Non. Il faut juste comprendre que tu as ton écosystème qui fonctionne très bien. Et le plus important, c'est que tu te sentes bien. Et c'est ça qui te permettra à durer dans le temps. Moi, si demain, j'ai fait un enseignement qui ne me va pas, à plaire à tout le monde et à m'y perdre, je peux avoir beaucoup plus de monde et ça. À un moment, je pense que je m'arrêterai devant. Toi, tu vas saturer, tu vas prendre moins de plaisir, tu vas transmettre moins de plaisir. Tu seras plus unique, puisque tu ne seras pas toi, tu seras les autres. Tu vas attirer moins de monde. Enfin, c'est perdant-perdant. Ah ouais, d'ailleurs, moi, je pense que les résultats que j'ai eus, même en coaching, faut savoir que quand j'ai coaché, par exemple, une équipe que j'ai menée au championnat d'Europe IBJF, on a fini 2e club d'Europe à une médaille des 1 qui était à Checkmat. On double la ZR Team, on double 2e club d'Europe avec une constitution d'une équipe en 3-4 mois. Donc, mais parce que j'ai eu carte blanche. J'ai fait des choses que personne ne fait dans la construction et dans l'enseignement. Maintenant, si on commence à me dire fais ci, fais ça et tout, je vais pas être bon. Il faut me laisser faire mes choses, même si tu les comprends pas. Et c'est d'ailleurs, si tu regardes ma carrière, regarde les choix, comment j'ai géré. Regarde la manière dont j'ai géré ma structuration d'enseignement, ma structuration de carrière, de vie, de tout ce que tu veux. Tu vas dire, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il fait ici là? Ok, mais enlève tout ça, ce que tu ne comprends pas, regarde juste tes résultats. Ben là, j'ai envie de dire, on le met sur la table. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est même toi, tu as mis du temps à le comprendre ça. Ah ben oui. Que tu avais besoin de créer ton propre environnement pour avancer comme tu le souhaitais. Et même de le comprendre pour en jouer. Vous allez comprendre que non, c'est mon point fort en fait. Bon, là où certains vont dire il bouge beaucoup, c'est de l'instabilité. Non, pour toi, parce que toi, tu as besoin de stabilité. Donc toi, tu vois de l'instabilité. Moi, quelqu'un qui bouge, sur un métier comme un commercial, c'est la base, bouger, non? Si on dit il bouge pas, tu vas dire Coco, tu bouges pas, il n'y a rien qui va venir. Eh bien, moi, c'est ma richesse. Tous mes voyages, tous mes déplacements, c'est ma richesse. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait quasiment 30 stages d'affilée là. C'est une richesse énorme. J'ai rencontré beaucoup de monde et 30 fois, j'ai fait des leçons. Et en fait, j'ai travaillé moi-même. Mes leçons, je reviens et j'ai compris des choses, je reviens. Tu as vu même tout à l'heure quand on est arrivé ensemble, j'ai dit regarde, ça, c'est fabuleux, c'est un truc, ça marche super bien. Je trouve des mots sur des choses qu'on comprend, mais je trouve des mots, en tout cas moi, et je le vois avec les gens. J'arrive à leur dire des mots ou des images et ils captent. Des fois avancer vite. Ouais, et parfois, tu vois, en quelques mots, en quelques images, bam, et j'ai des messages derrière, dire, oh, tu m'as changé avec ces mots-ci, cette perception, cette vision. Et ça, c'est grâce à mes voyages. C'est une richesse, tu vois. Et ça, je l'ai compris. Là où beaucoup de gens pouvaient critiquer. En fait, tu as créé un mode de vie, d'enseignement, de transmission, qui est lié à ta personnalité. Et quand tu dis... Qui est lié à mon enfance. C'est-à-dire que dès le début, j'ai eu déjà ce départ comme ça. C'est-à-dire que pour me défendre et me mettre en sécurité, j'ai dû me recomposer. Je ne devais surtout pas rester au même endroit parce que cet endroit-là était dangereux pour moi. Très dangereux. Très destructeur. Donc j'ai dû constamment rebouger. Et c'est ce qui fait, par contre, même dans l'action de combat, je pense que je peux dire que j'ai une qualité de réadaptation de stratégie en plein combat qui est fabuleuse. Tu peux me changer de catégorie, de poids ou autre, je réadapte très vite. Et je pense que c'est de ma vie que j'ai dû tout le temps réadapter très vite. Et en combat, on le ressent. Tu verras toujours les gens en face dire frustrés, pas arriver à s'exprimer, pas arriver à trouver ces trucs. Parce que moi, je viens chercher, trouver la zone. C'est marrant que tu parles de ça. Moi, c'est une qualité que j'ai vue que chez le très haut niveau du panier chez les combattants, cette capacité à s'adapter intra-combat. C'est-à-dire que vraiment, ça, pour moi, c'est un des facteurs qui différencie le très haut niveau du niveau haut, même international, mais le très haut niveau, un mec comme Taylor Lapillus, il est capable de faire au milieu d'un round de MMA. D'ailleurs, j'ai hâte de le revoir à l'UFC parce que quand moi j'étais au MMA Factory, quand on était ensemble,
Je le voyais vachement bien évoluer. Il a une belle lecture de jeu. Il a une super lecture de jeu. Lecture de jeu et adaptation. Et il est capable de s'adapter en plein combat. Et il est capable de faire 3 rounds et faire 3 rounds totalement différents parce qu'il a capté au premier round que ça fonctionnait pas et que ça peut fonctionner comme ça au deuxième. Et même quand je l'ai eu au sol, ça captait bien. Et même, je pense, il m'a dit la dernière fois quand on s'est parlé, il m'a dit qu'est-ce que j'ai progressé avec toi et tout. Et j'ai envie de lui dire, c'est la même chose. Je voyais qu'il a une lecture et fabuleux, très très beau. Je pense que s'il fait le prochain combat à l'UFC, c'est vraiment un des combats que je vais regarder. Il a une très belle lecture de jeu. Ça va être beau à voir. Voilà. On va finir avec ça. Les 3-4 événements, combats, choses que tu attends avec impatience là, sur le plan français, international, ce que tu veux. Saladin Parnasse, le 3 juin. Gros défi. Ouais, mec costaud en face. Dans les 10 derniers combats, il n'a qu'une seule défaite et je crois que c'est comme Gamrot. KT au-dessus, qui n'est pas celle de Saladin. Donc, c'est Saladin qui prend le risque. Encore une fois. À l'étranger, chez le gars. Donc, et c'est pas un match facile, attention. Mais 300, 1000% pour Saladin, je l'espère, c'est un talent. C'est tout ce que j'aime voir aujourd'hui. Un talent, c'est un travailleur. Voilà. On peut se plaindre sur certaines choses, mais il faut aussi dire les choses. J'aime un mec comme Saladin parce qu'il a le talent, il a le travail, il fait des la loyauté. Voilà, il a la loyauté avec son entraîneur, le côté à l'ancien, l'ingénieur. Il arrive à quand même jouer avec les réseaux sans s'y perdre. Fabuleux, j'aime bien, j'adore. Donc la prochaine date que je regarde, c'est lui. Benoît Saint-Denis, j'attends de voir son prochain combat parce que c'est un mec que j'aime bien. Pareil, c'est un soldat, c'est un mec j'aime bien. Il y a qui d'autre? Il y a Mansour là. Le 12 mai au Bellator. Pour moi, c'est du même niveau. C'est un tournoi de malade mental. Mansour qui revient. Par contre, c'est peut-être l'événement le plus important qui va arriver. Le match, s'il gagne là contre Primus. Attention, Primus, c'est un match. Primus, ancien détenteur de la ceinture qui avait battu quand même Michael Chandler. Ouais. Et derrière, il a un match. L'autre invaincu. Ousmane. Donc, il va peut-être marquer l'histoire. Il veut la marquer. Elle est là. Elle est devant. Donc, et peut-être qu'il va valider toute la lumière qu'il mérite vraiment, en fait, qu'il a déjà gagné, mais au grand public. Donc, Mansour derrière. Moi, je les mets au même niveau pour moi. Saladin et Mansour, c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Il y a Baki à voir, Baki et Ramzan, je les mets comme des gens à regarder, à suivre, mais tu vois, plus avec de voir les étages, mais pendant 2-3 ans, tu vois. Oui, et pour moi, même Ramzan, pour l'instant, il n'est pas au niveau d'opposition de Baki. C'est-à-dire que Baki, il a une maturité aujourd'hui qui est plus élevée. Il y a un truc, Il y a un truc. J'aime bien. Et d'ailleurs, j'aurais bien voulu voir ce match avec Axel Sola parce que je pense que ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable et ça aurait été pas un combat ni facile pour l'un ni pour l'autre. Ça aurait été un combat. Un très très gros match-up. Et je disais, même moi dans ma tête, je me disais, mais c'est presque dommage de faire affronter 2 énormes prospects français comme ça et de faire en sorte, il y en aurait un des deux qui aurait pris sa première défaite. C'était presque dommage, je trouvais. Presque dommage, me serait freiné peut-être une année, mais ça aurait peut-être aussi monté le MMA français derrière, ça aurait peut-être monté à un niveau un cran au-dessus pour plein de choses. Ça l'aurait freiné. Briser une carrière, je pense pas. Non, pas briser, mais juste freiner un petit peu. Ouais. Et là, Axel, a priori, de ce que j'ai compris, il descend 70 kilos. Ouais, et c'est vrai que quand même, de haut niveau qui peuvent aller sur des grands événements, on n'en a pas 40 000 aussi quand même. C'est 2 mecs qu'on leur place dans les plus grosses organes. 2 mecs qu'il faut construire, ouais. Parce que, au moins, il faudrait peut-être pas les faire affronter vraiment. Mais ça aurait été un match... Ah non, c'était fabuleux. Les deux sont extrêmement complets, beaucoup d'expérience. Après, il y a quoi d'autre comme combat à niveau international il y a quoi? Là, la suite, c'est Nassour à l'UFC. Nassour qui prend Curtis. Ouais, Curtis. Ouais. Qui était un sparring à Ngannou. Qui s'entraînait là-bas, je crois. Non, je sais pas. Je crois que Curtis, c'était un mec qui s'entraînait un peu avec Ngannou et tout. Ok. Donc, on va voir si Ngannou est dans le coin. Mais non, j'adore Nassour. J'aime bien Nassour. Je pense vraiment qu'il a ce niveau-là, dans lequel il est actuel. Je pense positivement qu'il lui manque un tout petit peu de choses mentales. Attention, tu le rencontres comme ça, c'est quelqu'un qui est mentalement très fort. Pour les Français et tout ça, il est vraiment hors norme par rapport à la France. Mais le niveau où il arrive à l'UFC le top 5, je pense qu'il lui manque encore quelques trucs. Qui est une grosse KT aussi. Voilà, je pense que ce match à Strickland lui a peut-être permis de le voir et il faut le travailler. Je pense vraiment qu'il a les épaules pour chercher quelque chose. Maintenant, le niveau où il est,
il faut s'asseoir et voir s'il va les passer. On ne peut pas parler à sa place, en fait. Et Nassourdine, je lui souhaite parce que c'est vraiment un très bon gars humainement. C'est un très gros potentiel. Il a des atouts pour vraiment faire mal. Là, moi, c'est le mindset. J'attends de voir s'il va... Il a déjà passé beaucoup de paliers. J'attends de voir s'il va passer les 2-3 paliers là parce qu'il lui manque que ça. Il est là. Il est là. Donc, Strickland, il est un pivot de sa carrière, Nassour, aujourd'hui. Mais on sent que c'est mentalement qu'il y a un truc là qu'il faut qu'il passe. Je ne parlerai pas plus le cadre ou quoi que ce soit, je ne sais pas. À lui de le trouver. Mais il est au pied. Il peut le passer ou ne pas le passer. Donc, on va voir. Moi, ce que je vais observer en tant que fan, qu'est-ce que ce match Strickland a provoqué et qu'on va voir dans le match Curtis. Voilà, on va voir. On va voir. Est-ce que ce dont tu parles, ça va pas être un petit peu le cas aussi sur le prochain match de Cyril, qui sera certainement en France? Là, on parle beaucoup d'un affrontement contre, je veux pas écorcher son nom, au nouveau lourd, Pavlovich. Ouais, Pavlovich. Est-ce que ça va pas être aussi, alors pas pareil que Nassour, parce que là, Cyril il sort d'une défaite contre John Jones, certes, mais c'est une défaite, donc ça fait défaite, victoire, défaite. Il revient en France. Je pense que Cyril Gagne est dans une phase très compliquée. Gagne, il est dans une situation très délicate. Pour moi, j'en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, oui, il peut progresser au sol. Oui, j'en suis persuadé, il a les qualités, ça se voit. Il apprend vite, c'est une éponge. Son évolution au sol, si tu me demandes est-ce que tu penses qu'il a progressé au sol, je répondrai clairement oui. C'est un très bel athlète. Maintenant, est-ce que l'UFC et le rouleau compresseur du business va lui laisser le temps? Et est-ce qu'il va arriver à refaire la ceinture? Je ne suis pas sûr. Après, voilà, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais est-ce que l'UFC, après la défaite qu'il a fait, ça fait 2 fois la ceinture qu'il perd, la vraie ceinture. Il a fait l'intérimaire. Mais est-ce que là, on lui donnera une 3e rapidement? Il va falloir au moins 2-3 matchs. Surtout que le dernier match, il a perdu quand même avec une... Non, honnêtement, je pense plus que 2-3 matchs. 3 matchs minimum. Moi, je vois 2 ans. C'est-à-dire que je vois plutôt 5 matchs, quelque chose comme ça. Donc après, tu te dis, dans le top 4, top 5 qu'il y a aujourd'hui, pour qu'il reaille la ceinture, il faut au moins qu'il fasse 3 victoires d'affilée, on va dire. Parce qu'on sait quand même, si tu fais une défaite, il faut refaire... Donc, qui c'est qu'il y a derrière? Pavlovich, Aspinall, Blade. Avec le dernier match que j'ai vu de Blade, je pense que Gagne, par contre, c'est un bon match pour lui. Parce qu'avant, j'aurais été... Bon. Il y a qui d'autre? Il y a Miocic et John Jones, qui vont peut-être disparaître rapidement. Ça veut dire que, sur ces noms que je viens de citer, est-ce que tu me mettrais la main à couper sur la table qu'il gagnera 3 matchs sur 3 sur ces gens-là pour aller directement à la ceinture? C'est quand même compliqué. Je me dis quand même c'est compliqué. Il y a la montée des carrières est une chose. Là, maintenant, il est resté au niveau. On le sait, c'est très dur pour tout le monde. Et là, il faudrait qu'il fasse 3 victoires sur ces 5 noms. J'ai même envie de te poser une question. Et c'est pas méchant ce que je veux dire, mais dis-moi déjà avec certitude qui c'est qui gagne aujourd'hui. Moi, je le vois battre Pavlovich. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit sur le striking de Pavlovich, ok, super. La gestion de distance de Cyril, sa technicité en pied-point, je vois pas Pavlovich, un style comme ça, poser beaucoup de difficultés à Cyril. Ça va étonner beaucoup de monde ce que je dis. Hein. Pavlovich, il prend le risque de s'exposer, d'aller au carton. Oui. De passer cette zone on y va. Oui, mais Cyril, il sait aller à la guerre si il n'y a pas le danger de la lutte. Pourquoi il n'a pas été à la guerre avec John Jones? Parce qu'il y avait le danger de la lutte. Il sait aller à la guerre, il sait se déplacer, il sait toucher, il sait le faire. Moi, je le vois au-dessus en pied-point. Et le danger de la lutte, c'est le danger. Si Pavlovich change de niveau et l'inquiète là-dessus, là, c'est différent. Par contre, je pense que la défense de lutte, il peut la prendre très vite. S'il est bien coaché, qu'il travaille bien ça régulièrement, je pense que la défense de lutte, il peut la prendre. Le sol, quand même, c'est plus compliqué. Le sol, ça prend du temps. Le sol, ça prend beaucoup plus de temps. Maintenant, derrière, le dernier match que j'ai vu, du coup, avec Blade, j'ai pas trouvé Blade bien. Hein. J'ai pas trouvé Blade, pourquoi il est resté en boxe avec Pavlovich. Mais c'est pour ça que je te dis que même dans les conditions actuelles, il peut, mais c'est un certain nombre de matchs. Parce que c'est une question d'image, c'est l'UFC, donc il y a un certain nombre de matchs. Et du côté inquiétant de la chose, c'est qu'effectivement, quand tu sors en réalité, une défaite, un knockdown, il gagne le combat contre Tai Tuivasa, mais il y a un knockdown, c'est la première fois de sa carrière qu'il est touché, etc. Et une autre défaite contre John Jones, on sait que mentalement, quand tu as perdu un combat, c'est beaucoup plus dur de gagner les prochains combats. Beaucoup plus dur. Et en plus, c'est le côté défavorable. Le prochain combat va se faire en France. Est-ce que l'UFC, que va faire avec ce match-là, dans le sens où
Est-ce qu'on va prendre un gros risque, un très gros match en France, quitte à perdre un business avec Gain? Est-ce qu'ils vont prendre un grand risque que le MMA se développe en France et qu'on match un match qui est le risque que Gain perde à Paris? C'est-à-dire que beaucoup de gens vont sortir déception, compliqué. Je suis pas sûr qu'ils mettent le match le plus dur à Paris. Donc pour moi, Sergueï, c'est quand même un très haut risque. Hein. L'UFC n'épargne personne. Ah ouais. C'est-à-dire que s'il faut mettre Curtis Blades, s'il faut mettre Pavlovich, s'il faut mettre... C'est-à-dire que je trouve que c'était le très bon choix à Paris. Je trouve que c'était le très bon choix. Ouais, l'UFC mise tout sur la marque. Il mise pas sur un combattant. Donc à la limite, effectivement, il faut des combattants qui sont porteurs du projet. Mais je pense pas qu'ils vont lui faire de cadeau. Je les vois difficilement lui faire un cadeau parce que c'est l'UFC France. Tu vois qui mettrait Pavlovich ou Blade, par exemple? Prochain combat, Pas Blade, pardon. Aspinal. France-Angleterre. Aspinal, ce serait le match-up parfait pour amener les foules. France-Angleterre, ça serait fabuleux. Je sais pas. Aspinal, tu dis quoi? Aspinal, c'est un combat compliqué. Pour moi, c'est un combat qui est beaucoup plus compliqué que celui de Pavlovich. Alors attention, Pavlovich, je le respecte et c'est un combat qui est compliqué, mais quelqu'un qui est unidimensionnel, surtout unidimensionnel sur le striking, je vois forcément ça comme moins compliqué pour Cyril que quelqu'un qui propose le takedown. Et c'est un takedown, attention, c'est un takedown qui est difficile à arrêter, le takedown d'Aspinal. C'est un takedown de rugbyman presque. Sergueï, moi je le vois comme il te fonce dedans. C'est pas un takedown technique de... Non, il te fonce dedans et ensuite au sol, il est compliqué. Moi, je pense que le match compliqué, oui, Aspinal, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que même s'il n'a pas tous les piliers, tout ce que tu veux, on voit du Ngannou dans le Sergueï, ça veut dire que c'est un mec pour moi qui peut aller à la ceinture. Peut-être. Sergueï, c'est un mec que je vois aller à la ceinture. Il a les qualités pour... Et en plus, il prend vraiment cette part de risque à avancer pour aller chercher quelque chose. Il prend des risques, ça c'est sûr. Mais il peut perdre, mais il prend beaucoup de risques. Blade de ce match-là, je pense que ça... Du coup, le match, moi, que j'aimerais voir, c'est contre Blade. Parce qu'il répondrait un peu à son évolution de lutte, qu'on attend un peu. Et je pense qu'il peut évoluer. Je pense qu'il va bien travailler sur ça. Et ce match-là serait un bon match en France, à Paris, et corriger ce truc de lutte. Et je serais même content de le voir évoluer sur ça. Parce qu'il est quand même très important pour notre sport en France. Et je trouve qu'il dégage une belle énergie. Maintenant, oui, il a attendu au tournant, avec ce qu'il représente, c'est normal, et on ne le loupera pas dans le sens. Mais on attend ça de lui. Et je pense qu'il peut le relever très facilement. Est-ce que le public français était dur envers lui? Non, pour moi, non. Proportionnellement à l'attente qu'il y avait. Tu ne peux pas avoir l'attente, un engouement et que le côté positif. En plus, derrière les propos qu'il y a eu, du style que c'est le nouveau Teddy Riner, il a pas de jambes mieux que Mohamed Ali, tout ça. Je dirais à un moment, pas être étonné que derrière on ait une haute exigence aussi dans les deux sens. Donc il aurait perdu, et je pense que c'était là la surprise, il aurait perdu 4e round, un peu truc. Bon, on aurait eu comme argument, il prend le match un peu au dernier moment, il sort de blessure et c'est le gars en face. On ne s'attendait pas à ce côté aussi rapide, qui a peut-être tout simplement monté un creux aussi rapidement et tout. Mais attention, le niveau de John Jones, qui fait que parfois tu peux perdre 2 minutes, mais c'est pas régulateur aussi autant d'écart de la queue. Donc, c'est pour ça que je pense que j'aimerais voir ce match avec Blade, parce que je lui souhaite vraiment qu'il remonte, parce que c'est comme ça une carrière. Il y a le bas, ça fait partie, et il va remonter. Et ce match-là j'aimerais pas qu'il prenne un KO, par exemple, contre Sergueï. C'est pour ça que j'ai un jugement sur Sergueï, et vu ce qu'il aime faire Sergueï, j'aimerais pas, parce que j'aimerais qu'on lui laisse le temps de se reconstruire, parce qu'il n'y a rien, il mérite. Il a pris Ngannou et John Jones, qui l'a fait derrière. Qui l'a fait. Et en plus, il n'est pas forcément les meilleurs. Il a fait tous ceux qu'on a mis sur sa route, il les a pris. Donc, faut saluer son courage. Plus assumer le côté médiatique comparé qui n'est pas facile, la popularité, tout ce que tu veux. Donc, c'est fabuleux. C'est beau. Je pense que même on ne prend pas à 5% de l'ampleur qu'il a et qu'il assume. Donc, c'est beau. J'aimerais ce match par rapport aux défauts et tout. Et je pense qu'il peut le gagner. Maintenant, je reste persuadé qu'il y a quand même une phase de 3 combats très, très, très compliquée. C'est pas... Donc, c'est un emblème, j'aimerais qu'il reste le plus longtemps possible et j'aimerais voir d'autres qui montent comme un Benoît, comme beaucoup de choses, Mansour, Saladin, tout ça. Magnifique. Thomas, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tes réseaux? Mon Instagram, Thomas Lumbersal, tout simplement. Ok. Tu réponds au DM? À tout le monde. Je passe des heures, mais j'y tiens à rester accessible à tout le monde. Alors parfois, je te parlais beaucoup, mais sur les messages, je fais rapide. Je réponds à tout le monde, mais pas très court. Ok, donc Thomas Lumbersal sur Instagram, c'est là qu'on peut te retrouver. Ouais. Thomas, merci beaucoup. Merci Nico. Au plaisir. Je suis